Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les antennes de RCF Lozère, Lozère Nouvelle 48 Info pour ce débat sur les élections municipales à Mende. Le premier tour le 15 mars, le second tour le 22 mars. Deux listes pour l'instant. S'il y a une troisième liste sur Mende, elle n'est pas encore constituée. Deux candidats tête de liste sur ce plateau. Tout d'abord, la liste Irrésistible Mende, conduite par Laurent Suau. Monsieur Suau, bonjour. Bonjour. Laurent Suau, vous êtes né en 1964. Oui. Vous êtes âgé de 56 ans. Oui. Maire de Mende depuis le 10 mai 2016. Vous avez succédé à Alain Bertrand au cours de son deuxième mandat. Vous êtes conseiller départemental de la ville, conseiller départemental de Mende Sud. Nord. Mende Nord. Mende 1. Mende 1, exactement, c'était la dénomination que j'avais. Mais je l'avais rectifiée parce que c'est plus compréhensible, Mende Nord et Mende Sud. Et tout cela depuis 2015. Exactement. Et vous êtes président de la communauté de communes Cœur de Lozère depuis 2016. Vous êtes en couple et vous avez deux enfants. Je résume également l'état d'esprit de votre candidature au travers d'une phrase que j'ai notée dans votre lettre aux Mendois et aux Mendoises. Vous dites « Vous êtes candidat parce que j'aime Mende, que je connais cette ville et ces villages, fort de l'action conduite par mes prédécesseurs, notamment Jean-Jacques Delmas et Alain Bertrand. J'ai une vision claire du chemin que Mende doit emprunter. » Tout à fait. À vos côtés, en face de vous, plus exactement, Monsieur Philippe Pouget, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous conduisez la liste Mende Avenir 2020. Vous êtes né en 1966. Oui. Vous avez 53 ans. Vous êtes avocat au barreau de la Lozère. Oui. Et vous avez deux enfants et vous êtes marié. Tout à fait. Je résume également l'état d'esprit de votre candidature au travers d'une phrase que j'ai notée dans l'un de vos tracts, peut-être le dernier. Nous voulons mettre fin au clientélisme et à l'amateurisme de l'équipe municipale sortante. Oui, c'est brutal, mais c'est vrai. Donc ce débat sera divisé en deux parties. La première partie, elle sera plus politique et la seconde partie, elle sera plus économique. À mes côtés, nous avons donc deux journalistes également. Patrick Biancone. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et pour préciser, tu as parlé des dates du scrutin. Peut-être que certains ou certaines n'ont pas conscience, mais s'il n'y a que deux listes, ça sera mathématique, il n'y aura qu'un seul tour. C'est mathématique, effectivement. Voilà. S'il y a trois listes, il peut bien sûr y avoir l'éventualité d'un second tour, le 22 mars, mais il faut que tout le monde comprenne bien que s'il n'y a que deux listes, il n'y aura qu'un seul tour. Le 15 mars au soir, on saura qui sera maire de Mende. Merci Patrick pour ces précisions. À vos côtés également Michel Molling. Michel Molling, bonjour. Bonjour à tous. J'ai toujours des difficultés, mais je vais y arriver un jour. Michel, donc vous êtes également journaliste à Lozère Nouvelle et vous poserez des questions à nos deux candidats. Et d'ailleurs, c'est vous qui allez poser la première question au premier candidat de la liste irrésistiblement de Laurent Suau, puisque c'est vous, Laurent Suau, qui avez tiré au sort le premier. Alors Laurent Suau, bonjour. Bonjour. On l'a vu, ce week-end politique a été particulièrement agité avec cette affaire Griveaux. Quelle réflexion vous a-t-elle inspiré ? Je pense que la démocratie est mise à mal ces derniers mois, ces dernières années, et que nécessairement les élus, quels qu'ils soient, même on le voit ici en Lozère, où on a de plus en plus de clivages, de plus en plus de tensions, et donc on est dans une situation critique vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis de la République. Il faut donc qu'on mette tout en œuvre pour être, à mon avis, dans la campagne qui s'annonce le plus loyal possible, être sur le projet et non sur la polémique, être donc en faveur de ce qu'on peut développer pour la ville de Mende et pour les Mendois, pour le cœur de la Lozère, pour la Lozère, parce que Mende, effectivement, c'est essentiel à la Lozère. Mende, c'est la ville-préfecture. De ce point de vue-là, elle a une responsabilité vis-à-vis du territoire, vis-à-vis du département. Mende, c'est elle qui recense ou regroupe le plus d'activités économiques, commerciales, d'administration. Et donc, de ce point de vue-là, elle a une responsabilité sur le département. Donc, moi, j'ai pris le parti, effectivement, de faire une campagne propre. Je ne suis pas dans l'attaque, je suis dans le projet. Et donc,
cet après-midi, je pense qu'on va parler de projet, et je note que d'ores et déjà, effectivement, dans les déclarations de mon adversaire, on est plus dans la polémique que dans la volonté de travailler pour les Mandoises et les Mandois. Moi, j'aime les Mandois et les Mandoises. Alors, Ils le savent et ils le reconnaissent. Ils savent que je suis proche d'eux, que je vais au contact sur le terrain, et donc je vais rester dans cet état d'esprit. Philippe Pouget, vous êtes dans la polémique? Non, je ne suis pas dans la polémique. Simplement, M. Laurencio, maire sortant, demande un bilan. Ce bilan, il est normal qu'il soit critiqué, mais la critique est un droit. La critique, ce n'est pas l'agression, la critique, ce n'est pas l'injure. La critique, c'est apporter contradiction et dénoncer ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été mal fait. Donc c'est un débat démocratique. Si on n'accepte pas la démocratie, on n'accepte pas la critique. Donc je ne suis pas du tout dans la critique, je suis effectivement dans le projet, ça sera essentiel, et je m'accorde avec ce que vient de dire M. Laurencio, mais le projet, c'est aussi, puisque nous sommes là pour apporter du changement, le projet, c'est aussi apporter une autre vision des choses, une autre lecture des choses, et inévitablement indiquer pourquoi nous estimons que nous allons apporter mieux et plus que ce qu'a pu faire M. Laurencio depuis 4 ans. Vous-même, Philippe Pouget, quelle réflexion vous a apporté cette affaire Griveaux, qui, rappelons-le à nos auditeurs, était candidat au municipal à Paris? Ça m'appelle 2 observations et j'élargirai ensuite le sens de ma réponse. Ça m'invite à rappeler que les élus, plus maintenant qu'ailleurs, doivent être exemplaires. Exemplaires et aussi dans leur vie privée, et surtout ne pas être en décalage dans leur vie privée avec leur vie publique. On ne peut pas professer des leçons quand on est dans la vie publique et puis agir de manière différente dans la vie privée. Donc l'exemplarité, c'est une attente très forte des citoyens et c'est d'ailleurs le fondement de mon engagement en politique, plus précisément mon engagement citoyen. La deuxième observation que je ferai d'ordre général, c'est que nous nous apercevons que l'intrusion dans la vie privée est de plus en plus prégnante, que les citoyens sont de plus en plus friands de cette intrusion, et ça nous incite également à nous montrer vis-à-vis de ces citoyens peut-être extrêmement compréhensifs, et c'est un signe qu'ils nous envoient. Ils ne tolèrent plus rien. C'est pour ça que l'engagement citoyen que nous portons est essentiel, parce que les Français, plus précisément les Mandois et les Mandoises, en sont à un stade où ils ont creusé un écart, un abîme entre le politique et eux-mêmes, qu'ils ne supportent plus, c'est légitime. Ils ne supportent plus qu'on aille les voir uniquement la veille de la campagne électorale, ils ne supportent plus qu'on les assène de promesses qui ne sont pas respectées. J'ai à côté de moi le programme d'Irrésistible 2014 et j'ai fait le total, il y a plus de la moitié des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Et donc les citoyens sont demandeurs de ça. Ils sont demandeurs d'un élu qui s'engage exclusivement pour sa fonction. Ils ne veulent plus du cumul des mandats. C'est un engagement que nous prenons. Ils ne veulent plus des cumuls des fonctions de manière abusive. Ils veulent de la transparence. Et effectivement, quand ils sont heurtés par le comportement d'un élu, ils le dénoncent sévèrement. Maintenant, je ne suis pas dupe non plus concernant M. Griveaux. Il est certain que derrière tout cela, il y a vraisemblablement des questions politiques et des questions de querelles, mais qui m'échappent, qui n'intéressent d'ailleurs pas du tout les Mandois ou les Mandois. Voilà pour l'entrée dans ce débat. Permettez quand même deux petites minutes à peine, mais quand même, quand on me dit que je ne suis pas intègre, que je n'ai pas d'éthique, que je ne suis pas transparent, que je ne suis pas fait une gestion sérieuse, que je ne suis pas responsable de l'argent public, il faudrait mettre fin au clientélisme. Donc ça veut dire que je suis clientéliste et qu'on me traite d'amateur. Je pense qu'on est plutôt dans la critique, plutôt que dans la critique acerbe, plutôt que dans la discussion de fond sur la ville de Mende. Moi, encore une fois, depuis 4 ans, bientôt que je suis maire de Mende, donc je vais au contact des gens tous les jours. On ne peut pas me dire que je ne suis pas présent sur le terrain et que j'y passe pas 100% ou 120 ou 150% de mon temps. Toute la semaine, tous les mois, toute l'année. Et donc ça m'est reconnu, et M. Pouget, vous ne pourrez pas me l'enlever, puisque c'est quelque chose qui m'est accordé. Et après, qu'on me dise que je serre des mains et que je fais des sourires, bien sûr, c'est ça, c'est le sens politique local, d'aller au contact des gens, d'aller serrer des mains, d'aller à la rencontre, de discuter, d'échanger, d'écouter, et d'essayer de résoudre les problèmes. C'est ça le sens de l'engagement local. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je fais, c'est ce que je veux faire encore demain. Et sur le cumul des mandats, je suis assez d'accord avec ce que dit M. Pouget, mais quand on prend un mandat local avec un mandat national,
Et encore que, on pourrait en discuter, parce qu'on voit bien que notre député qui aujourd'hui n'a pas de mandat local, il est complètement déconnecté des réalités locales. Complètement déconnecté des réalités locales. Et quand on me dit que moi que je cumule des mandats, ben oui, je le revendique sur mandat. Je revendique de cumuler la mairie, la communauté de communes et être au département. Parce que je vois ce que j'ai, pour prendre que ce seul exemple du département, je vois ce que j'ai amené en 4 ans du département sur la ville de Mende. Et si vous voulez, on prend rien que la voirie, et je peux vous prendre le collège, je peux vous prendre les archives. Tout ça, pourquoi? Parce que je suis élu aux côtés de Sophie Pantel, donc qui est la présidente du conseil départemental, et que donc, on travaille ensemble, qu'elle est à l'écoute, et que donc, elle a investi sur Mende. Chose qui n'avait pas été faite les dernières années. Pourquoi? Les dernières années, avant 2015. Pourquoi? Il faut poser la question. On va y revenir sur tous ces sujets. Tout d'abord, la première question avec Patrick Biancone qui concerne donc la constitution de vos listes. Voilà, donc on veut d'abord, avant de parler des listes, on aimerait savoir un peu votre sensibilité politique personnelle à chacun de vous deux. Donc d'abord, Laurent Sureau, si on vous dit que vous êtes un homme de gauche, est-ce que c'est vrai ou est-ce que non, vous vous élevez contre cette affirmation? Fondamentalement, oui. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'entreprise, mais je suis quelqu'un qui aime les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que je comprends parfaitement qu'un entrepreneur mandois ou lozérien ou au niveau national gagne beaucoup d'argent parce qu'il a eu la bonne idée au bon moment et qu'il arrive effectivement à en faire des bénéfices. Mais par contre, j'aime bien que effectivement l'employeur il respecte ses salariés et qu'il y ait une concordance entre les salariés et les employeurs. Je crois que c'est plutôt le cas ici en Lozère et à Mende particulièrement. Moi, je suis président d'une grosse association dans le médico-social qui a des établissements ici en Lozère et aussi dans l'Hérault. Je peux vous dire que le climat social ici en Lozère, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les entreprises, c'est un bon climat social parce que les gens ici sont attachés à leur patron, ils sont attachés à leur maire quand il est maire, ils sont attachés à leur directeur quand ils travaillent dans la fonction publique ou dans tous ces milieux. Et donc c'est un élément qui est effectivement essentiel. Remettre l'homme au sein de la société et au sein de l'entreprise, ça me semble effectivement essentiel. Bon, donc d'accord, on a compris, Laurent Sureau, vous êtes un homme de gauche et vous le répétez régulièrement dans vos prises de parole, vous considérez que l'action du président Macron finalement n'est pas si mauvaise que ça, alors qu'on entend, c'est vrai, beaucoup de critiques au niveau national mais aussi au niveau local. Vous tempérez ce point de vue et vous dites que finalement l'action du président Macron depuis son élection n'est pas si défavorable que ça, en particulier pour notre territoire rural. Il y a du bon et du moins bon, comme dans toutes les actions politiques. Si je prends les gouvernements précédents avec Hollande ou si je prends les gouvernements précédents encore avec Sarkozy et Chirac et Mitterrand, si on remonte à l'ancien temps, il y a systématiquement, on ne peut pas toujours critiquer non plus Paris. Alors je sais qu'électoralement parlant, c'est toujours porteur de dire que se battre contre le pouvoir central de Paris, localement, ça ramène des voix. Alors, certains le font, le pratiquent depuis longtemps, et a priori, ça marche bien pour eux, parce qu'ils sont toujours là. Moi, ce n'est pas le choix que j'ai fait. Je pense que dans toute action gouvernementale, il y a du mauvais qu'il faut savoir critiquer. Et si on prend, pour l'exemple du gouvernement d'Édouard Philippe, sur le 90 à l'heure, je pense que c'était une ânerie pour un département comme le nôtre. À l'inverse, il y a un certain nombre de sujets qui servent le territoire. Et j'espère qu'on va y revenir tout à l'heure pour la fiscalité, par exemple, parce que ça a été bénéfique au département de la Lozère, l'action qu'il a eue vis-à-vis des départements de France. Ça a été bénéfique pour les collectivités locales, parce que pendant 10 ans, on a été malmenés en termes de dotation. On nous a retiré des dotations de fonctionnement annuel, sans savoir, bien souvent, avant qu'on fasse même les budgets, sans savoir combien on allait nous retirer. Et Macron étant arrivé, il a dit, moi, sur les collectivités locales, j'augmente pas, mais je baisse pas les dotations jusqu'en 2022. Moi, ça me permet d'avoir de la lisibilité. Elle n'est pas terrible, mais ça me permet d'avoir une forme de lisibilité et donc d'aller vers ce que j'ai attaqué de faire en 2019, que je continue à faire en 2020 et que j'espère faire en 2021 et 2022, baisser la fiscalité locale. Alors, Philippe Pouget, on se souvient de votre père qui a été maire de Banassac
pendant un certain temps. Hein. 26 ans. Voilà, 26 ans. 25 ans, excusez-moi. Voilà, et donc qui, sur ce secteur de la Canourgue, il faut le dire aussi, était le principal opposant de Jacques Blanc, qui était la figure tutélaire de la droite. Donc c'est vrai qu'on se souvient de passe d'armes entre les deux, et votre père n'était pas tendre avec la gestion de Jacques Blanc. Alors ma question est très simple. Est-ce que vous êtes vous aussi, à l'image de votre père, un homme de gauche? La couleur politique n'est pas un atavisme. La couleur politique, chacun se construit la sienne. Vous avez parlé de mon père, qui en effet était maire de Balansac pendant 25 ans. Il n'a jamais été, dans ses fonctions de maire, de droite ou de gauche. Il a d'ailleurs souvent, et à plusieurs élections, eu aucun adversaire face à lui. Il avait des gens de droite ou des gens de gauche. Maintenant, dans le combat politique, il était sur certains points opposé à Jacques Blanc, mais c'est aussi une création de cette opposition. Il était vice-président, premier vice-président de la communauté des communes, ils travaillaient ensemble et ils travaillaient de manière extrêmement honnête, directe. Maintenant, oui, on l'a classé opposant, mais c'est pas du tout la réalité. Mon cas est totalement différent. Mon père est né dans la politique quasiment très très tôt, en partant de la guerre d'Algérie. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je viens de m'y lancer. Je vous indiquais tout à l'heure la raison. Pas du tout sur un plan politique. L'élection mandoise, c'est l'élection des Mandois. Ce n'est pas l'élection de droite ou l'élection de gauche. Et je crois que ce clivage droite-gauche s'estompe. Parce que ce que les citoyens veulent, c'est effectivement du pragmatisme. C'est qu'on s'occupe de leur quotidien, qu'on s'occupe de leurs problèmes. Que les solutions soient bonnes à gauche, ce qu'on peut appeler la gauche, ou qu'elles soient bonnes à droite. La question n'est pas de savoir si elles sont droites ou de gauche. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes? Et quand j'ai constitué effectivement cette liste, je ne me suis pas attaché à recruter des gens de droite ou de gauche. Nous avons bâti un projet, nous l'avons construit, nous l'avons travaillé ensemble. Les personnes qui nous ont rejointes, certaines peuvent avoir en effet des atomes crochus avec la droite, ce qu'on appelle la droite ou la gauche, peu importe. Chacun qui rentre dans une autre salle de réunion ou dans un local de campagne, elle laisse son étiquette politique à la porte et elle se bat pour un projet. Les Mandois, ce qu'ils veulent, c'est un projet, ce n'est pas effectivement une couleur politique. Mais vous, à titre personnel, est-ce que vous pouvez, ou est-ce que vous souhaitez, ou est-ce que vous ne souhaitez pas répondre à cette question toute simple? Est-ce que vous êtes, vous, personnellement, quand vous êtes dans l'isoloir au moment d'élections nationales, vous votez comme tout un chacun, oui. Est-ce que vous considérez-vous comme un homme de droite, un homme de gauche, ou je ne sais pas? Ni l'un ni l'autre. Ni Je ne vous cache pas que dans les élections auxquelles j'ai pu participer, j'ai voté à droite et à gauche. D'accord. J'ai voté vert. José Bové, pour des raisons personnelles, c'est quelqu'un que j'apprécie et que je connais. J'ai voté effectivement Chirac contre Le Pen. J'ai voté François Bayrou, j'ai voté François Hollande, et puis j'ai voté effectivement Macron, parce que je juge les candidats sur ceux qu'ils me proposent. J'ai horreur des étiquettes, et j'ai horreur qu'on colle dans le dos de quelqu'un une étiquette et l'on le juge par ce qu'il est supposé être. Donc, je ne me sens absolument pas redevable et lié à un quelconque parti que ce soit. Et donc cette politique Macron, même question que pour Laurent Sureau, comment vous jugez un peu l'action, brièvement, comment vous jugez l'action du président de la République depuis son élection? Je distingue deux phases. La première phase, c'était celle de l'élection présidentielle. J'ai trouvé que M. Macron a porté à la vie politique française une autre vision des choses. Un peu cette vision-là, du ni droite ni gauche. Et cette vision pouvait m'intéresser, a pu m'intéresser. Et puis, peut-être que c'est la rencontre du pouvoir, la rencontre des difficultés. Cette évolution, c'est pas forcément faite dans le bon sens. C'est-à-dire que M. Macron a été peut-être pris par des intérêts et effectivement des questions qui allaient au-delà de ses ambitions au départ. Donc aujourd'hui, je suis un peu en retrait par rapport à effectivement cette politique. Je parle de la réforme des retraites que je trouve pas du tout bien conçue et pas du tout juste. Je suis en retrait sur des mesures qu'il a pu prendre que j'estimais pas forcément justes sur le plan social, sur le plan fiscal, mais je suis aussi d'accord sur des réformes qu'il a pu faire en termes d'assouplissement des règles en matière de droit du travail, d'assouplissement des règles en termes d'élargissement de l'économie. Donc je suis là aussi pas du tout dogmatique. Je regarde chez Macron ce qui va pas bien, ce qui va pas bien, ça m'empêche pas de le critiquer, ce qui va bien, j'apprécie. Michel, juste, je peux rajouter un élément, c'est rapidement. que moi aussi, donc j'ai soutenu Macron à l'élection présidentielle par le fait qu'à gauche, il y avait pour moi, il y avait un sentiment bien trop à gauche, bien trop marqué à gauche par rapport aux valeurs que je porte. Mais aujourd'hui, dans les deux listes, la mienne, qui est constituée aussi d'ouverture,
celle de M. Pouget, les En Marche, ils sont chez lui, ils ne sont pas chez moi. Moi, je revendique ce que j'ai fait ou ce que je défends du gouvernement Macron, mais les En Marche, ils sont de l'autre côté. Vous en faites partie quand même. Oui, mais je le dis, je le revendique. Oui, donc il y en a chez vous, il y en a chez moi. Non, mais pense chez pas qu'on moi, puisse chez moi, dire. je suis le seul. Chez vous, vous êtes un. Je ne sais pas combien. Je ne vous crois faites. pas que Mme Mayol soit sortie d'En Marche. Chez moi, je suis le seul. Il Vous êtes me dit combien que Mme Mayol n'est plus En Marche. Madame Mayol n'a jamais été en marche, elle a toujours été au Parti Socialiste. Ah, ça je sais. Oui. Ça je sais. Mais en tout Et cas, donc, je sais qu'elle avait fait la demande Et vous êtes combien? d'adhésion. Vous voulez que je vous les dise, les noms de chez vous? Oui, mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il peut avoir une étiquette, peu m'importe. Vous avez des gens effectivement qui sont anciens républicains, vous avez des gens qui peuvent être au Parti vert, vous avez des gens qui ont pu être et qui sont peut-être chez les marcheurs, mais c'est pas du tout ma question. Moi, je regarde les individus, leurs valeurs et le projet qu'ils portent. Si vous avez tous commencez à récupéré. juger les gens par rapport à l'étiquette qu'ils ont, on peut aller loin. Vous parliez tout à l'heure de respect. C'est pas respecter les citoyens que de dire regardez, vous allez voter En Marche. Non, ils votent pour un projet, c'est en tout cas ce Non, qu'on mais essaie de il leur faut porter. que vous le disiez aussi quand même. Ah, mais on Vous ne avez cache récupéré- rien du tout. Michel, voilà. concrètement sur la constitution des listes, rapidement aussi. Hein. Alors moi je voudrais revenir sur quelque chose d'autre. Mende, on le sait, c'est pas un scoop, et le chef-lieu du département. Or, la présidente du département est Sophie Pantel. Laurent Suau, quels sont vos rapports avec Sophie Pantel? Avez-vous son soutien? Je pense, oui. Depuis 2015, depuis l'élection à la présidence du département, élection qui avait, vous y étiez présent, donc suscité quelques interrogations pendant 3 jours, parce que je pense que, et d'un côté et de l'autre, il y a eu de l'impréparation, effectivement, à prendre le pouvoir dans le département de la Lozère. On avait chacun travaillé de son côté, donc chacun sur son canton, sans regarder la globalité. C'est un reproche que je me fais. Je pense que c'est un reproche aussi que Sophie Pantel on ne s'était jamais rencontrés, donc on n'en avait pas parlé. Donc il a fallu 3 jours de calage, on s'est calé, on a fait un accord de majorité, qui aujourd'hui est respecté. Et donc je pense qu'on travaille bien ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, sur les investissements sur Mende, on n'avait plus de contrat urbain. Pour qui nous avait supprimé le contrat urbain? On a remis le contrat urbain. Toutes les voiries qui appartiennent au département, qui sont dans la commune de Mende, sont en passe d'être complètement rénovées. On a quasiment tout fait. Il y a un certain nombre d'investissements lourds qui ont été faits par le conseil départemental, qui n'avaient pas été faits avant. Le fait de rassembler les services à Olympe de Gouges, donc l'ancien hôtel Lion d'Or, le fait de faire presque 2 millions d'euros de travaux sur le collège, le fait d'engager le dossier des archives départementales, puisqu'on est à saturation sur les archives départementales, le fait de refaire le CMP. Enfin, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits par Sophie Pantel, parce que je pense qu'on est dans une entente qui permet effectivement qu'elle ait cette ambition pour la ville de Mende aussi. Je pense que c'est important parce qu'elle a bien le sens de l'ensemble du département et elle sait pertinemment qu'investir sur Mende, c'est investir pour tout le territoire. Au mois de septembre, Philippe Pouget, quand vous présentiez votre liste, vous aviez dit que vous vous sentiez libre de toute emprise politicienne. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, là donc, à la mi-février? C'est toujours le cas. Et la réponse de M. Laurent Suau, sortant, me surprend quelque peu. Et quand je parlais tout à l'heure de sincérité à l'égard des électeurs, il ne faut pas les prendre pour les imbéciles. Chacun connaît, M. Suau, les difficultés que vous pouvez entretenir avec certains et d'autres. Moi, Mme Pantel, je ne lui ai pas demandé mon soutien et je ne sais pas du tout qui elle soutient. Et à la limite, c'est son affaire. Et ça rejoint... Et bien elle me soutient moi. Oui, ben vous lui poserez la question, en tout cas, laissez-lui le sens de s'expliquer. C'est pas ce que j'ai cru comprendre en tout cas et entendre au regard. Ah, mais vous comprenez, entendez ce que vous voulez. Surtout, Oui. vous diffusez des petits messages qui vous arrangent bien. Et non, mais vous le préciserez, et puis elle sera peut-être à même de s'expliquer. Moi, je suis et mes coéquipiers dans la même démarche. Nous avons eu des appels du pied de beaucoup de personnes, beaucoup de partis. Nous les avons en effet pas dédaigneusement rejetés, mais nous avons voulu garder une cohérence. Notre cohérence, c'est l'indépendance à l'égard
de tous les partis, à l'égard de tous les groupes et à l'égard, d'où le propos introductif dans notre programme, qui n'était pas dirigé comme M. Suot. Je parlais de l'équipe municipale et j'ai jamais parlé, M. Suot, vous concernant d'atteinte à l'intégrité. Non, j'ai pas parlé d'intégrité. Il faut reprendre les mots tels qu'ils sont. J'ai parlé d'éthique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Regardez la première page. Oui, mais justement, nous voulons mettre fin au clientélisme et à l'amateurisme de l'équipe municipale. Non, mais regardez la première page. Votre première page, ça c'est la deuxième. Et donc, il ne faudrait pas que je vous apprenne votre programme. Et donc, pour répondre à votre question, on est en effet totalement indépendant, mais ça ne m'empêchera pas, parce que je respecte tout le monde, parce que je suis, mais vraiment à des lieux et lieux de tout dogmatisme et de tout sectarisme, ça ne m'empêchera pas de travailler avec toutes les institutions, avec tous les financeurs, avec tous les partenaires nécessaires pour œuvrer dans le bien et dans le bon sens et pour le bonheur et le bien-être des Mandois. Ça participe des relations avec le département. J'ai de très bonnes relations avec Mme Pantel. Je ne vous le cache pas. J'ai de très bonnes relations également avec la chambre de commerce, la chambre de métier. Je travaille avec tout le monde. Et maintenant, je travaillerai aussi avec les services de l'État, parce que je suis convaincu effectivement que les services de l'État sont d'une neutralité absolue et ils respectent la démocratie. Si les électeurs nous donnent la possibilité de gérer cette ville, je suis convaincu que les services de l'État travailleront avec nous dans une totale transparence et dans une parfaite entente. Et ça sera également pour la région, sachant que la région, nous serons peut-être en 2021, qui sait qui prendra les rênes de la région. En 2021-2022, les autres élections, nous ne savons pas. Donc je suis sur ce plan-là totalement serein et j'ai aucun doute que nous travaillerons avec tout le monde. Est-ce que, Philippe Pouget, est-ce que vous avez rencontré Sophie Pantel pour lui dire, pour vous présenter en lui disant, voilà, moi aussi je suis candidat à la ville de Mende. Est-ce qu'il y a eu une rencontre entre Sophie Pantel et vous? Je l'ai croisé, je l'ai tout à l'heure salué quand j'en ai la réunion, il 7h30, mais je n'ai pas eu de rencontre effectivement organisée parce que de toute façon, mais je comprends, elle n'a aucun intérêt et puis ça l'intéresse peut-être pas plus que ça, l'élection de Mandoise. Non, je vous dis, je suis dans la même démarche et mes colissiers sont dans la même démarche d'indépendance. Donc je discute avec tout le monde. Si Mme Pantel un jour veut me dire, viens, explique-moi ton projet, etc. J'irai. Si Monsieur Morel me le demande, j'irai. Mais toujours en gardant mon indépendance, parce qu'effectivement, c'est aussi mon métier. Quand j'ai prêté serment, j'ai prêté le serment d'indépendance. Et cette indépendance est pour moi effectivement primordiale. Et comment vous jugez son action à Sophie Pantel à la tête de ce département depuis 2015 5 ans quasiment sont passés. Comment vous jugez son action? Moi, je trouve très très clairement que son action est positive. Elle est positive sur le plan du désinvestissement. Sur le plan effectivement de l'allègement de l'endettement, parce que c'était impératif. Il est positif sur le plan d'innovation. La fibre, c'est une bonne chose. Sur la ville de Mende, c'est la mairie de Mende qui s'en occupe, mais sur le département, effectivement, c'est Orange. Oui, mais vous avez un contrat avec Orange. Et donc, effectivement, à ce point de vue, j'ai pas de reproche à lui faire. Et je me dis la même chose. Madame Pantel fait le bon travail, je dis c'est le bon travail. Monsieur Pierre-Paul Jacques fait le bon travail, c'est le bon travail. Donc, ça me fait plaisir parce que c'est moi le président de la commission des finances au département, donc on a quand même quelque chose de positif de la part de monsieur Pouget. Merci. Oui, non, mais je vous en remercie. Je sais que vous appliquez aussi des décisions qui ne sont pas forcément prises par M. Suot tout seul, c'est quand même le département qui vote, heureusement. Mais donc oui, sur ce plan. Alors ce que vous dites là pour le département, vous pourriez le dire aussi pour la ville de Mende, puisqu'à la ville de Mende, vous me reprochez de tout faire, tout décider tout seul. Oui, c'est vrai. Donc, pourquoi vous ne le reprochez pas à Sophie Pantel? On va y revenir sur la ville de Mende. Le premier vice-président chargé du budget, ce que vous n'avez pas à la ville de Mende. Laurent Suot, vous avez fait le choix d'avoir Alain Bertrand sur votre liste. Bien évidemment. Est-ce que vous pouvez c'était un choix pour vous logique, normal, expliquez-nous un peu les raisons. Alain Bertrand, moi je l'ai connu à la Fédération de pêche, donc il y a 30 ans, même un peu plus maintenant, et donc il m'a embarqué dans l'aventure municipale en 2008 dans son équipe, et donc on a été élus, et donc il m'a fait confiance sur un certain nombre de sujets, sur les projets, sur le personnel. Et comme je venais d'un milieu associatif, je dis toujours ça, je ne sais pas si c'était dans ma nature, mais j'avais la capacité à travailler avec tout le monde. Et donc nous on a une liste qui part grosso modo de la gauche jusqu'au centre droit. Dans cette équipe municipale en 2008, en 2014. Et dans cette équipe-là, 2008 et 2014, je me suis senti un petit peu comme un poisson dans l'eau. Et donc j'ai pu travailler rapidement avec tout le monde. Et donc naturellement, en 2016, quand Alain Bertrand a décidé de passer la main atteint par la loi sur le non-cumul des mandats, il a demandé à tout le monde, et tout le monde à l'unanimité m'a proposé ma candidature. Et donc depuis lors, j'exerce les fonctions de maire. Donc c'est naturel qu'Alain Bertrand soit présent sur la liste, en fond de liste, comme il me l'a demandé.
C'est naturel aussi qu'il soit présent parce que je pense qu'il a des valeurs humanistes, des valeurs de progrès, des valeurs sociales qui sont fortes, qui sont reconnues. Et donc de ce point de vue-là, je le rejoins totalement. C'est ce que je disais tout à l'heure pour me qualifier comme personnalité politique. Et donc je crois qu'Alain Bertrand a fait bouger les lignes en Lozère. Je pense que si le département de la Lozère est aujourd'hui à gauche, si la ville de Mende est aujourd'hui à gauche, donc c'est bien Alain Bertrand qui a marqué son passage, même s'il a souffert, parce que je me souviens du temps où, se présentant aux élections législatives, quand nous avions de Circo contre Jacques Blanc, eh bien, il prenait de belles déculottées, mais ça fait rien, il a quand même su, par sa pugnacité, son engagement dans la durée, donc rester et donc faire avec d'autres, comme Sophie Pantel et d'autres élus du département, permettre effectivement à ce qu'il y ait un rééquilibrage politique dans ce département. Philippe Pouget, est-ce que vous connaissez Alain Bertrand? Est-ce que vous avez eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec lui, de parler politique, Lozère, département? Non, pas du tout. Je connais Alain Bertrand, vous parlez de mon père, c'est un ami de mon père. Et je vous fais preuve une fois de plus de mon indépendance, puisque je ne m'inscris pas sur le plan politique dans l'idée d'Alain Bertrand. Je le connais personnellement, mais je n'ai jamais eu l'occasion de parler politique avec lui. D'accord. Juste avant de la conclusion, Monsieur Pouget, enfin la conclusion là, on va passer à la seconde partie. Emmanuel Soulier qui est sur votre liste, on a senti que tantôt elle était numéro 1, tantôt numéro 2, maintenant où c'est qu'elle est, ça a été un petit peu difficile sur votre liste de trouver sa place. Non, elle a totalement sa place sur notre liste. Les choses se sont déroulées de manière simple. Des questions se sont posées me concernant. Mon engagement sur le plan de ma disponibilité professionnelle, sur le plan de mon emploi, sur le plan effectivement personnel. Et puis à la fin de l'année, nous avons écouté les Mandois, nous avons vu les Mandois, et une réunion collective s'est tenue. Madame Soulier également y a participé, elle a été même presque, en termes de proposition, celle qui a suggéré cette idée. C'était de dire, bon, on peut changer de stratégie, si on veut se donner un maximum de chance, on peut solliciter Philippe Pouget pour être la tête de liste. Elle a totalement adhéré, elle était même presque demanderesse de cette chose-là. Nous l'avons fait. Donc elle est deuxième de liste. Vous auriez eu moins de chance si elle avait été numéro 1. Non, c'est pas ça. C'est une discussion qu'on a eue. C'est aussi une question personnelle qu'elle a pu avoir. Et donc on s'est réunis et collectivement on a décidé, on va opter sur une stratégie plus simple. C'est d'une tête de liste visible et identifiable. Alors que nous étions initialement sur un binôme, et dans ces conditions-là, le choix s'est fait entre qui c'est qui prend réellement la tête de liste, qui c'est qui reste effectivement en retrait, et le choix s'est fait sur ma personne. J'ai accepté cette proposition, et je le répète, elle est d'ailleurs à côté dans la salle. Madame Soulier était totalement, d'une part, favorable à cette mesure, et puis son investissement et son engagement n'a strictement rien changé sur ce plan-là. Elle est deuxième de liste, la liste que nous déposerons. Vous nous confirmez que si vous gagnez, Emmanuel Soulier sera première adjointe? Oui, c'est exactement ce qu'il est convenu. Bien entendu, le conseil municipal délibérera, mais c'est la candidate que nous proposerons au conseil municipal. D'accord. Alors, enfin, vous dites que les Mandois vous ont sollicité, les Mandois vous ont... et en même temps, dans votre lettre de candidature, vous reconnaissez que vous ne les connaissez pas, les Mandois. Puisque vous déclarez que certes, je n'ai pas passé les dernières années à serrer mes mains et à les servir. Mais je reprends vos propos. Oui, mais ce n'est pas la même chose que je ne les connais pas. J'habite à Mende depuis 26 ans. Et vous dites, a priori, moi je pense que les Mandois ne vous connaissent pas non plus, puisque vous dites dans la même lettre qu'il vous faut leur laisser du temps pour vous connaître. Donc en même temps, vous axez beaucoup sur les Mandois que vous avez rencontrés, les quelques Mandois que vous avez rencontrés, et vous nous dites que effectivement vous pensez bien les connaître alors que vous ne les connaissez pas, clairement, et qu'eux ne vous connaissent pas non plus, puisque c'est dans votre lettre de candidature. Donc il y a encore un peu de boulot quand même. Non, mais alors, permettez-moi de répondre, parce que ça c'est une attaque effectivement personnelle, et je crois que M. Laurent Suot se méprend volontairement sur les termes. La question de notoriété est totalement différente de la question de la connaissance.
Quand je dis qu'effectivement les Mandois ne me connaissent pas, c'est sur un plan personnel. Ils ne me connaissent pas forcément parce que je n'ai pas jusqu'à maintenant en effet arpenté les rues à serrer les mains, parce que ma profession d'ailleurs m'incline plutôt à de la réserve. Je n'ai pas jusqu'à ce jour effectivement multiplié les apparitions à droite et à gauche. Donc dans ce sens-là, personnellement, certains Mandois me connaissent, mais ça ne m'empêche pas de les connaître. Je suis Mandois peut-être depuis plus longtemps que vous. J'ai passé mes études secondaires à Mende dans les années 80. J'habite à Mende depuis 1980. Non, mais depuis. Donc, dites pas, je connais pas les Mandois. Les Mandois, je suis allé à la rencontre, je les connais, et dans ma profession, j'en vois beaucoup. Donc, c'est un raccourci que vous faites. C'est une esbrouffe et puis c'est une tentative. Mais les Mandois eux-mêmes sauront effectivement distinguer la vérité. Et si vous êtes élu maire, vous mettrez votre activité de côté? Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une histoire d'organisation. Premièrement, je serai maire, point. Je ne ferai pas autre chose. Je ne vais pas perdre mon temps ou passer mon temps à couvrir au département, à la Comcom, etc., etc. Notre objectif, c'est de ne pas cumuler les fonctions. Et je veux rendre à la communauté des communes, qui est actuellement utilisée par la commune pour parfois cacher la poussière sous les tapis, je ne veux pas effectivement que la commune soit toujours l'autorité féodale sur la Comcom. Donc je ne ferai que maire. Et je ne ferai que maire avec en effet la poursuite partielle de mon activité. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il est essentiel qu'un élu ne se déconnecte pas du terrain et de la réalité. Je pense qu'il est essentiel qu'un élu ait conscience de la difficulté que les gens peuvent rencontrer. Et ce n'est pas en allant faire des déclarations sur les tribunes avec des élections qu'on dit qu'on apprend la réalité des Mandois. Donc oui, je continue à ma profession, dans des proportions moindres bien entendu. J'ai du personnel, j'en aurai d'autres le cas échéant, parce que je crois que c'est important de garder le lien avec la réalité et le contact avec la réalité des Mandois. Donc si vous êtes élu maire, vous ne serez pas président de la Comcom Cœur de Lozère? Non. D'accord. Laurentiu, on a... Juste, alors, parce que... En Mais fait, ça sera quand même la mairie de Mende qui devra prendre la présidence, bien entendu. D'accord, donc ce sera quelqu'un de votre liste qui sera président, mais pas vous. Emmanuel Soulier, donc peut-être... Non, parce que je ne pense pas que ce soit là aussi l'intention d'Emmanuel de cumuler toutes les fonctions, parce que le Avant est important. Avant quand même d'aller à une élection du conseil communautaire, il faut passer par les communes autour. Parce que c'est pas Mende qui a la majorité au conseil communautaire. Il ne peut pas y avoir d'hégémonie d'une commune sur l'ensemble des autres communes. Donc c'est Barjac, Balsiège, Saint-Bosile, Badarou, Le Bord et Poulouse qui ont la majorité. Et donc Mende est un élément. Et donc avant de dire ça sera un tel ou un tel qui sera président de la communauté de communes, il faut en passer par les fourches codines du conseil communautaire. Bon, juste si je peux me permettre, la fonction de maire, elle va vous obliger, elle oblige forcément à avoir un certain nombre de représentations dans tout un tas d'organismes. Je suis conscient, bien sûr. Et donc, obligatoirement, vous serez président de telle ou telle chose, vous serez administrateur de telle ou telle chose. Ça, c'est obligatoire. Mais j'ai bien noté qu'effectivement, vous ne seriez pas maire à temps plein. J'ai bien noté. Je crois que vous ne l'êtes pas non plus, avec toutes les fonctions que vous exercez par ailleurs. Si, mais moi je travaille pour Mende. Je travaille pour Mende. Quand je vais au conseil... pour le département, vous travaillez pour le Comcom. Mais quand je vais au conseil départemental, je travaille aussi pour Mende. Et je crois que je l'ai montré depuis 2015. Oui, mais je pense que c'est le département qui vous paye à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Quand je parle d'exclusivité au profit de la commune de Mende, je ne ferai que mon travail pour la commune de Mende, mais ça n'empêche pas effectivement de travailler. C'est l'intérêt de la commune de Mende pour défendre des dossiers sur Mende, d'être dans les instances, d'être présent. Si vous n'êtes pas présent dans les instances, vous ne pouvez pas défendre la ville de Mende. Si le maire de Mende n'est pas présent dans un certain nombre d'instances, vous ne pouvez pas défendre. Mais le maire le sera. Vous ne pouvez pas défendre la ville de Mende. Je parle de non, mais pas le maire au travers d'un adjoint ou pas le maire au travers d'un conseiller délégué. Non, le maire, lui. C'est votre point de vue de la démocratie. On va conclure cette première partie, Patrick. Il faut quand même poser la question à Laurentiu, puisqu'on abordait la question de la première adjointe avec Philippe Pouget. Donc Laurentiu, vous l'avez dit, si vous êtes élu, Régine Bourgade poursuivra dans ses fonctions de première adjointe. Alors il s'est dit beaucoup de choses sur le duo que vous formez. On vous a dit fâché au moment où vous avez remis votre démission à la préfète en décembre 2018. Lors de la dernière conférence de presse, vous étiez tous les deux. On a senti quand même des liens entre vous. Où en sont vos relations avec Régine Bourgade, qui est quand même un personnage incontournable de la vie politique mandoise depuis maintenant des décennies? Et est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de rejoindre votre liste?
Ben, on a échangé, effectivement, on échange, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Donc on commence à se connaître. Alors, quand j'ai été élu, maire de la commune, donc le 10 mai 2016, effectivement, j'ai pris un peu la place de Régine Bourgain. Et ça, on en a parlé à plusieurs reprises parce que je voulais faire ma place, je voulais aller à la rencontre des Mandoises et des Mandois. Et Alain Bertrand, la période avant étant sénateur, effectivement, il avait beaucoup moins de temps à consacrer aux Mandoises et aux Mandois. Et donc, moi, j'ai repris cette place-là. Et donc, je me suis rendu compte au bout d'un moment que peut-être j'avais atteint mon seuil limite de compétence, mon plafond de verre. Là. On en a tous un, hein. Donc il faut qu'on soit vigilant. Et je pense que j'ai été lucide de ce point de vue-là. Et donc j'ai proposé effectivement de remettre ma démission de maire parce que je pensais que j'arrivais plus à manager l'équipe et à pouvoir poursuivre l'aventure au sein de la mairie de Mende. Et je ne voulais pas mettre à mal l'équipe. À ma grande surprise, j'ai eu la grande surprise effectivement de voir des gens qui venaient dans mon bureau, Régine Bourgain la première, pour me dire mais non, s'il y a quelqu'un qui doit partir ici, c'est moi. 10 ans, elle 10 ans. Et donc moi j'ai souhaité discuter, rencontrer toute l'équipe souhaitant bien évidemment que je reste à la tête. On a clarifié un certain nombre de choses. Il y avait des décisions qui étaient pour Régine Bourgade difficiles à comprendre, notamment sur la gestion du village de vacances avec les nouvelles délégations de services publics et sur le chalet. Et on allait donc dans de la difficulté de compréhension. Donc on a clarifié les choses. Et depuis lors, je crois qu'on a montré que la situation est bonne et qu'on parle à des perspectives favorables pour les mois et les années à venir. Est-ce que vous inscrivez dans cette filiation, on a beaucoup parlé de Jean-Jacques Delmas, est-ce que vous inscrivez dans cette filiation, Jean-Jacques Delmas, Alain Bertrand, Laurent Suot, on poursuit ce qui a été fait par ces deux maires précédents? Bien évidemment. On se voit régulièrement au sport, et donc moi j'aime le sport. Et donc Jean-Jacques Delmas a fait beaucoup de choses pour le sport, et pas que, il a fait beaucoup pour le développement économique, mais bien sûr, Jean-Jacques Delmas en 2008, il avait choisi Alain Bertrand. Il avait choisi d'aider et d'accompagner Alain Bertrand et Régine Bourgade. Donc bien sûr que je me situe dans cette logique-là, dans cette filiation. Et on sait qu'Emmanuel Soulier n'aime pas que vous citiez le nom de son père. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, Philippe Pouget, donc Emmanuel Soulier est la fille de Jean-Jacques Delmas. Oui, c'est pas nouveau. Voilà, mais peut-être que certains qui vont nous écouter vont le découvrir aussi. Hein. On y écoutait quand même, ça a écouté quand même un peu largement. Ok, donc vous aussi, vous revendiquez cet héritage, on a compris que vous ne revendiquez pas l'héritage Alain Bertrand, mais est-ce que vous revendiquez l'héritage de Jean-Jacques Delmas? À certains égards, oui. Et pour parler à la place d'Emmanuel, je comprends qu'elle soit choquée, heurtée, quand M. Laurencio, maire de Mende, revendique l'héritage de M. Delmas, comme il a d'ailleurs facilement tendance à revendiquer le mérite des autres. Non, la réalité, c'est quoi? C'est que M. Delmas avait donné les clés d'une mairie qui était financièrement extrêmement aisée, qui avait des réserves. Il suffit de voir que la situation aujourd'hui, c'est pas du Jean-Jacques Delmas. M. Delmas avait une vision de sa commune. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Alors effectivement, c'est facile de revendiquer la parole et les travaux et puis l'œuvre de quelqu'un qui n'est plus là. Mais je suis convaincu, j'ai été longtemps là-haut à la commune de Mende avec Jean-Jacques Delmas. Je suis convaincu que M. Delmas se retournerait dans sa tombe s'il entendait effectivement cette appropriation de cet héritage. Et Emmanuel, effectivement, est heurté et blessé quand elle l'entend. Nous allons aborder dans quelques instants l'aspect économique de cette émission. Tout d'abord, Michel, vous vouliez revenir sur un point. Juste une question à Laurent Suot. Vous nous confirmez donc la présence d'Aurélie Mayol sur votre liste. Que représente-t-elle? Est-ce une belle prise politique, si on peut s'exprimer ainsi, puisqu'elle est vice-présidente de la région? Je dirais qu'on est dans la continuité. On est dans la continuité de Jean-Jacques Delmas, d'Alain Bertrand, et donc c'est normal qu'Aurélie Mayol soit sur la liste aussi, parce qu'elle nous donne à Mende, aux Mandois, et je pense même à toute la Lozère, un grand coup de main à la région, en tant que vice-présidente à la montagne et à la ruralité. Elle intervient dans tout un tas de sujets, notamment économiques ou touristiques, qui sont importants pour le territoire. Donc c'est normal qu'Aurélie Mayol soit là.
Je dirais même plus. Je pense que c'est utile à un territoire, notamment quand on est dans l'hyper-ruralité, d'avoir des gens qui interviennent à des maillons plus élevés. Quand on intervient à Montpellier ou à Toulouse, ou quand on a des réseaux, quand je bénéficie des réseaux d'Alain Bertrand sur Paris, qui me permettent de me faire mes propres réseaux sur Paris, c'est d'une importance redoutable. Parce que faut être lucide. La Lozère, c'est moins de 80 000 habitants sur 67 millions d'habitants. C'est un territoire qui ne représente pas grand-chose, malheureusement. Alors c'est difficile de se battre pour des dossiers lozériens, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc c'est important d'avoir des réseaux, c'est important d'avoir des gens qui sont au département, à la région et à Paris. Oui, il se dit, voilà, je rebondis. donc Philippe Pouget, Aurélie Maillot, vice-présidente de la région, sur la liste de Laurent Suau, ça vous choque, ça vous paraît totalement... Ça ne me choque pas, mais je me demande si c'est pas la future maire de Mende à qui M. Suau va laisser les clés, si, comme il se dit, je répète et je le prends Mais c'est vous qui avec le toutes les colportez, précautions, non? comme il se dit, vous allez nous confirmer ou pas, si vous prenez cet engagement de rester 6 ans à la mairie, si vous êtes appelé à d'autres fonctions, est-ce que vous avez l'intention de D'autres rester fonctions, à la mairie sénateur, pourquoi pas de lui député. donner les clés comme M. Bertrand vous allez donner. Si vous me prenez... Ça, si c'est la rumeur Ah, de mais ces derniers ça- temps. Je pense que vous la colportez bien, cette rumeur. Ah non, je vous interroge, là je la Ah bah, connais. on aurait posé sais la pas. question, donc bon... Je me reconvertirai Alors, moi, je peut-être me au journaliste. présente à la mairie de Mende, pour Oui. les Mandoises et pour les Mandoises. Parce que j'aime les Mandoises et les Mandois, et donc je me présente à la mairie de Mende pour être maire de Mende. Je crois que depuis 4 ans et demi, je l'ai déjà dit 2 fois dans la première partie de ce débat, je crois que depuis 4 ans et demi, j'ai montré ma capacité de travail, j'ai montré ma capacité de présence sur le terrain, j'ai montré ma capacité d'écoute, et j'aime ça. Mais est-ce que vous allez le faire Et pendant j'aime six- ça. Est-ce que vous allez le faire Et pendant j'aime, six- et est-ce que vous allez j'aime aller faire sur le pendant 6 terrain. ans? Et j'aime aller voir les matchs de foot. Et j'aime aller voir les matchs de Mais volley. on s'y rencontre. Et j'aime Oui, aller on a voir. des points Oui, mais communs. depuis peu. Ah non, mais écoutez, je On s'y crois. rencontre depuis peu. Et j'aime aller au Ça, c'est contact. vous qui dites. J'aime aller sur les réunions de quartier. J'aime aller voir les gens. J'aime aller voir les gens chez eux quand ils ont un problème pour essayer de le régler. Donc je me présente aux élections municipales de la ville de Mende. Ne me prêtez pas des Mais intentions. Répondez à la ne me- question. ne Vous me faites du prêtez Georges pas- Marchais là. Non, C'est ne pas me ma prêtez- question, mais c'est ma réponse. Non. Non, la question Je est vous claire. dis- Les Mandois veulent Oui, le savoir. Mais ça fait 3 fois que je vous le dis. Non, vous m'avez pas répondu si Si. vous restez pendant 6 ans. Alors, on Je y veux va. rester maire de Mende, je me présente aux élections municipales de Mende, donc c'est bien pour rester maire de Mende. Si je peux, si les collègues, en fonction de la nouvelle configuration de la communauté de communes, on verra qui c'est qui sera le futur président ou la future présidente de la communauté de communes, et on verra aussi au département l'année prochaine, parce que je pense qu'il y a une interaction effectivement forte, localement, d'être présent sur ces trois instances. Je le redis, je l'ai encore montré depuis 2015 et je suis assez content de ce qui s'est passé. Je suis assez content de ce qui se passe sur Mende et j'espère qu'on Oui. pourra en parler parce que c'est important. Donc si vous êtes président du département, vous quitterez la mairie de Mende. D'après ce que Pourquoi je... vous me prêtez des Vous venez d'en intentions? parler, tout dépendra ce qui se décidera en 2021 Non, au je, département. pour être candidat aux élections départementales, il y a des Ah, chances mais que je candidat, sois. ça- oui, ça Il y a peut des être. chances que je sois candidat. Non, Après, parce il faudra que les mandats. Il faudra que les d'autres ambitions. Non, mais il C'est faudra pour que ça. les Mandois. Moi, je suis assez content que Sophie Pantel et je suis assez content d'être son voulez premier pas prendre sa vice-président. Non, je vois pas pourquoi. Alors, je Ah, vois, ben, je, elle sera je rassurée, sais, peut-être. je sais pas, mais je pense elle a pas trop de soucis à se faire de ce point de vue-là pour l'instant, parce que je vois pas bien à qui à droite pourrait, comme on dit, venir lui damer le pion. Franchement, à aujourd'hui, Là, vu je le comprends, travail, là, je suis d'accord avec vous. vu le travail qui a été fait sur le département de la Lozère, et je ne vois pas quel intérêt moi j'aurais à aller chercher une présidence au département, franchement. Non, mais dont acte, je prends acte que vous n'allez pas prendre la Avant présidence. d'aborder les dossiers, dernière petite question politique. Bon, Philippe Pouget, vous lisez comme tout le monde et vous êtes conscient de la guerre totale qu'il y a en ce moment entre Sophie Pantel et Pierre Morel, le député de la Lozère. Est-ce que c'est dramatique, est-ce que c'est grave pour ce département, deux personnages politiques aussi importants qui s'invectivent assez régulièrement avec des accusations très fortes de part et d'autre? C'est dommage, et c'est dommageable, bien sûr que c'est dommage et dommageable. Maintenant, je n'entends pas m'immiscer, moi, dans cette discussion et ce débat et ces injures ou ces menaces, ou vous le qualifiez comme vous voulez. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier de M. Morel, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce département, je n'ai aucune responsabilité à ce niveau-là, j'en sais rien. Je dis simplement que ma liste
Nous avons notre objectif, nous traçons notre route. Mais oui, moi j'ai toujours été partisan du dialogue en toutes circonstances. Maintenant, que ce soit M. Morel, que ce soit Mme Pantel, ben, je dirais la justice est saisie, la justice fait son travail. Je n'ai pas d'autres observations à faire à ce sujet-là. Laurent Suot, sur cette même question. Sur cet aspect, ouais. Ah ben, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, c'est que ça participe au climat parfois délétère qu'il peut y avoir en politique et à éloigner encore un peu plus les gens de ces problématiques politiques, pourtant qui sont en démocratie essentielles au bon fonctionnement, à la bonne régulation. Et donc, je considère aussi d'ailleurs que les petites phrases jetées ça ou là sur les réseaux sociaux, dans des tracts, eh bien, nuisent aussi et contribuent effectivement à cette désaffection qu'ont la population vis-à-vis des politiques. Vous nous avez parlé lors d'une interview de saloperie. Vous avez employé ce terme oui, il y en a de temps en temps. Sur les réseaux sociaux, Oui, donc vous le maintenez. Oui, mais oui. Moi, on m'a taxé sur les réseaux sociaux de recevoir des mandois pour leur dire de vite foutre le camp de Mende parce que les impôts étaient trop chers à Mende. Mais vous avez vu un maire qui est capable de faire ça, d'aller dire à des mandois, n'investis pas sur Mende, fous le camp ailleurs. Et c'est plutôt des gens qui sont proches de la liste de M. Ah, ça, je vous mets un défi de trouver, de désigner quelqu'un mais il a de la levé, liste alors. qui Il pourrait... a- Ah, ouais. Il a levé du Et si réseau. on est alors. sur les injures, vous regarderez effectivement... Non, c'est les pas une injure. c'est Non, pas les une injures. Là, on est plus effectivement sur Non. la critique. Mais si vous allez de temps en temps, je présume, consulter nos pages Facebook, vous verrez qu'effectivement, à ce niveau-là, nous ne sommes pas non plus préservés. Et j'ai même entendu le dernier bruit, Pouget, je ne vais pas dire c'est de votre camp, je ne me permettrai pas. Pouget, de toute façon, c'est clair, il veut repeupler la ville de Mende avec des migrants. Alors vous savez, on a aussi l'habitude, et nous aussi, nous sommes pris dans ces débats et ces excès de langage. Voilà, merci messieurs. On passe à la deuxième partie de ce débat. Elle est consacrée à l'aspect économique. Michel, tout d'abord, sur la situation financière de la ville. Oui, Laurent Suot, pouvez-vous nous faire, s'il vous plaît, un point sur la situation financière de la ville? On parle d'une dette de 950 € par habitant. C'est tout à fait exact, au 1er janvier 2020. Donc on se situe peu ou prou dans la moyenne de la strate. Alors quand on compare des villes de la strate, donc on parle de villes de 10 000 à 20 000 habitants. Sauf que nous, dans cette catégorie-là, on est dans la particularité, c'est qu'on est ville-préfecture. Et donc on a des charges de centralité qui sont supérieures à d'autres villes moyennes de 10 à 20 000 habitants, mais qui n'ont pas besoin d'avoir toutes les infrastructures qu'on a ici, cinéma, théâtre, terrain de sport, gymnase, enfin, etc., piscine. Et donc qui bénéficient, elles, par contre, d'autres villes, des équipements qui sont dans des villes plus grandes. Donc la ville de Mende, dans le département de la Lozère, bien sûr, c'est la préfecture, c'est la ville la plus importante. Et donc de ce point de vue-là, on a un devoir. Je le disais tout à l'heure, on a un devoir, effectivement, une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du département qu'on essaie de remplir, pas d'aujourd'hui, depuis de tout temps. Et donc il y a un certain nombre d'infrastructures qui servent l'ensemble du département, et c'est très bien ainsi. Et donc je pense que dans l'avenir, il va falloir continuer à investir sur Mende pour que ça bénéficie à l'ensemble du territoire. Et donc dans ce cadre-là, on a une dette effectivement de 950 €, la moyenne de la strate doit être autour de 880-890, légèrement au-dessus. J'ai entendu depuis 2 ou 3 ans de tout sur cette dette. Voilà, Y compris que Mende était en faillite, que Exactement. Vous ne pouvez plus payer le personnel. Voilà, que c'était le département qui avait payé le personnel. qui était obligé d'avancer des fonds à la mairie pour payer les employés communaux. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui ont effectivement intérêt à nuire à l'action municipale. Alors là, je dis rien sur la liste à M. Pouget, puisqu'ils n'étaient pas encore sur les rangs à ce moment-là. Mais d'autres ont des intérêts effectivement à colporter ce genre de message, à faire peur. C'est un peu comme les actions ou ce qui se passe sur le centre-ville aussi. On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et donc nous, de ce point de vue-là, on a une dette qui est tout à fait raisonnable, qui est à la baisse, qui va encore baisser, puisqu'elle va passer à 800 € en 2021. Et donc je suis assez serein pour les années à venir, et je proposerai d'ailleurs un certain nombre d'investissements d'importance, un certain nombre d'investissements qui sont nécessaires au développement de la ville de Mende pour le prochain mandat. Philippe Pouget, je suppose que vous n'avez pas tout à fait la même vision à propos des finances de la ville? Non, parce qu'il y a la réalité des chiffres. Les finances de la ville doivent s'examiner sous 2 angles. La charge d'imposition
amende pour les Mandoises et Mandois et la situation financière propre de la ville et de la communauté de communes. Les deux sont quand même quelque peu indissociables. Sur la question des charges d'imposition, il y a des chiffres qui parlent, monsieur Suot. Nous avons un taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est extrêmement élevé. On allait y venir, donc peut-être d'abord parler de la situation financière de la ville. Alors, et après, je peux parler de la situation financière avec une distinction que je ferai avant 2019 et depuis 2019. Parce que, habilement, grâce à un tour de passe-passe comptable, la situation des comptes s'est améliorée en 2019 et on vous expose 960 € de dette par habitant. Le chiffre 950, le chiffre est au-delà de celui de la strate, mais effectivement il est inférieur à celui qui était précédent puisqu'il est de 1046 €, me semble-t-il. Premièrement, ce chiffre en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Un ménage qui gagne 5000 € peut avoir une dette de 2000 €. Un ménage qui gagne 1500 € ne peut pas avoir une dette de 1000 €. Pour une commune, c'est un peu pareil. Il faut rapporter la dette par habitant à la richesse par habitant. Il faut rapporter cette dette par rapport à la richesse par habitant, c'est-à-dire les recettes de fonctionnement par habitant. Et quand on fait ce ratio, qui est beaucoup plus objectif, on s'aperçoit que la ville de Mende est très très endettée. Sur le plan général, jusqu'en 2019, la ville de Mende a connu une progression très inquiétante. Elle a perdu en capacité d'autofinancement énormément. Elle dégageait un excédent de fonctionnement il y a 10 ans supérieur à 1 million d'euros, je crois 1,2 million d'euros. Nous étions à 400 et quelques mille en 2017, nous étions à 282 en 2018. Cette capacité de financement et ce résultat en matière de section de fonctionnement n'est pas négligeable. Parce que c'est avec cet excédent qu'on vient alimenter en partie la section investissement. Ça permet et ça représente en effet, en gros, le fonds de roulement d'une commune. Quand on est une commune comme celle de Mende, qui a dû faire appel à plusieurs reprises à des lignes de crédit, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que la commune de Mende, à un moment donné, n'avait pas de fonds de roulement suffisant pour payer les charges courantes. Donc on fait appel à des lignes de crédit en attendant des rentrées futures. C'est comme si un citoyen lambda empruntait pour payer ses impôts. La situation, monsieur Pouget. Attendez, vous répondrez après, monsieur. Donc effectivement, la situation était délicate, extrêmement délicate, parce que on en arrivait à une situation où l'endettement était tel que la section investissement consacrait plus de 30%, le chiffre exact il est dans mes documents, je vous le dirai, plus de 30% au remboursement des annuités, vous ajoutez à cela les charges financières des emprunts, et on s'apercevait qu'au final, la commune de Mende avait des capacités d'autofinancement difficiles pour justifier les investissements qu'elle voulait faire, soit le recours à l'emprunt c'était délicat, d'ailleurs il n'y en a pas eu en 2018-2019 me semble-t-il. C'est 2018. Oui, il y a eu 1 500 000 €. Effectivement, c'était avoir recours à l'emprunt c'était difficile, soit c'est compté que sur les subventions, donc la situation est délicate. Alors je dis pourquoi c'est miracle, c'est un tour de passe-passe. Et quand je parlais tout à l'heure de sincérité à l'égard des Mandois, nous la devons. Monsieur Suot la doit, je la dois aussi. La situation 2009 s'est améliorée. Oui, c'est vrai. 19, oui, c'est ce que je viens de dire. Elle s'est améliorée, pourquoi? Parce que il a été décidé, à titre rétroactif, de transférer la compétence eau assainissement à la communauté des communes. Pas rétroactif. Si, au 1er janvier, vous avez décidé bien après. Non. Ouais, au 1er janvier. Non. Ça a été décidé au 1er janvier. Non, il faut connaître les règles de fonctionnement des collectivités. On ne peut pas transférer nos compétences rétroactivement. Non, mais vous avez fait partir au 1er janvier 2019 le transfert. Et vous l'avez voté, j'étais au conseil, c'était au mois de mars, un truc comme ça. Ah non. Ouais. Non, si on avait voté avant. Oui, vous avez décidé le transfert. Vous n'étiez pas au conseil, c'est pour ça, vous ne veniez pas au conseil. Quand vous êtes venu, tout ne se passe pas à la commune de Mende depuis que vous êtes arrivé, et que de temps en temps vous venez au conseil municipal. Mais laissez-moi terminer mon explication et vous comprendrez là où je veux en venir. Qu'effectivement, quand ce transfert a été fait, le compte de la commune de Mende en matière d'assainissement eau était très excédentaire. Il était, c'est normal, parce que les redevances sont versées pour, entre guillemets, servir aux investissements futurs. La commune de Mende est extrêmement habile. Elle a décidé de ne pas transférer la totalité de cette somme à la communauté de communes, qui va pourtant devoir assumer maintenant toutes les dépenses en la matière, et elle a décidé de conserver une très grande partie de cette somme et la réintégrer dans son propre compte et dans son budget principal. Et les chiffres, je les ai, ils sont exacts.
La commune de Mende a bénéficié d'un apport en investissement grâce à ce transfert de compétences en transfert de fonds de 568 359,27 € en apport en investissement et 2 05 580,94 € en section fonctionnement. Si bien qu'effectivement, après cet apport de 2 500 000 €, vous imaginez bien que la situation s'est améliorée. D'un déficit d'investissement de 2 millions d'euros environ en 2017, qui était tombé à 880 000 et quelques en 2018, on arrive à une situation qui est maintenant équilibrée. Quand vous étiez en section de fonctionnement avec une baisse sensible de cet excédent, on arrive à une situation qui est équilibrée. Mais ça, ce sont des recettes qui sont annuelles. Vous ne les aurez pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et on arrive à un chiffre, en effet, de 950 € de tête par habitant, mais c'est du fictif. Non, non, mais vous aurez du mal à dire le contraire. Donc nous verrons. Non, monsieur Pouget, vous mélangez tout, je ne peux pas vous laisser dire ça. Franchement, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous pouvez ne pas le laisser dire, mais c'est une réalité. Je comprends. Et je vous contestez que 1 500 000 sont venus alimenter votre... Non, mais je comprends parfaitement. Mais c'est ce que m'a dit l'autre jour, d'ailleurs, vous devez discuter avec eux aussi, mon opposition. Là. Jacob Rajon m'a redit la même chose. On me l'a dit, mais j'étais pas à la réunion, j'étais ailleurs. En fait, on a effectivement transféré l'eau et l'assainissement au 1er janvier 2019. Et donc, dans le courant de l'année 2019, on a fait ce qu'on appelle le transfert de trésorerie. Donc, moi, il m'a semblé légitime de donner les moyens à la communauté de communes de pouvoir porter la politique de transfert donc de l'eau et de l'assainissement, donc de lui transférer un peu plus de 700 000 €. Donc le volume global des excédents eau et assainissement était de l'ordre de 2 100 000 €. Et de garder, donc, puisque c'était l'argent quand même des Mandois, de garder l'argent des Mandois aussi sur Mende. Et donc, mais de là à dire qu'on a désendetter la commune par ce fait-là, non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas remboursé aucun emprunt. On va conclure non, parce qu'il y a d'autres éléments. J'ai dit amélioration de la situation de fonctionnement et d'investissement. Vous avez parlé d'endettement et de remboursement de dette. Non, on n'a pas utilisé cet argent-là pour rembourser des emprunts ou je ne sais pas quoi. Ça aurait pu être un choix. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. La dette aujourd'hui, dans sa continuité depuis des années, elle est à 950 €, mais ce n'est pas du tout lié à cette opération-là. Ça, c'est par effet des remboursements naturels. Oui, mais là, vous mélangez les deux. Et je veux revenir sur un autre point. Qui est quand même relativement important, parce que vous remontez à 10 ans en arrière. Sauf qu'entre 2008 et 2017, au moment où Macron arrive, on nous a repiqué, retapé dans la caisse, jusqu'à 1,6 million d'euros. Alors vous nous dites qu'aujourd'hui on est un peu en souffrance de capacité d'autofinancement, c'est vrai, je ne le conteste pas. C'est notre fragilité, c'est le seul. Et ne parlons pas de la Comcom. C'est le seul chiffre où on est en fragilité. Donc j'en ai parfaitement conscience à la commune. Et donc, mais il faut quand même savoir que d'année en année, on nous a repris sur les dotations, on nous a levé 1 million d'euros de dotations. Et après, on a créé en 2012 un fonds au niveau national, 2 milliards d'euros entre les collectivités riches et les collectivités pauvres. 1 milliard. L'enveloppe avait été fixée à 1 milliard et donc les riches payant pour les pauvres. Et nous, à Mende, en fonction du potentiel fiscal, etc., de divers critères, on a contribué. On a contribué au départ pour 35 000 en 2012 et c'est monté jusqu'à 600 000, plus de 600 000 € en 2017. Maintenant, ça a tendance un petit peu à baisser. Mais on nous a enlevé quand même 1,5 million. Et donc, il a bien fallu, pour autant qu'on continue à faire exactement les mêmes politiques, même un peu plus, puisque dans le même temps, l'État nous a transféré un certain nombre de politiques publiques, comme les cartes d'identité, les passeports, les PAX, des choses comme ça, il faut quand même du personnel, il faut des moyens pour le faire. On n'a rien supprimé, et on a réussi quand même à maintenir toutes nos politiques, et malgré le déficit de ces dotations, donc la suppression de ces dotations. Donc je pense que les Mandois devraient nous tirer quelques lauriers, parce qu'on a plutôt été des bons gestionnaires pour en arriver à une situation où maintenant je baisse la fiscalité. Alors la fiscalité, la fiscalité, la taxe foncière, elle augmente. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que jeudi, donc il y a eu ce fameux débat d'orientation budgétaire jeudi dernier en conseil municipal, et donc Laurent Suau a annoncé une baisse pour la 2e année consécutive du taux de la taxe foncière. Alors pourquoi Laurent Suau? Et bien sûr après on laissera la parole à Philippe Pouget qui voulait aborder ce dossier de la fiscalité. Comme ça on n'ira plus construire hors de Mende, c'est ça? L'idée c'est de rendre un peu d'argent aux Mandois, puisqu'on a la capacité
sur les budgets 2019, 2020, j'espère 2021 et 2022, parce qu'on a de la lisibilité du gouvernement sur les dotations. Et je veux dire en préambule qu'Alain Bertrand a été courageux, parce qu'Alain Bertrand, c'est lui qui, en tant que maire, a subi ces ponctions sur les dotations là, entre 2008 et 2016. Et donc c'est lui qui, chaque année, a dû faire jouer l'équilibriste pour pouvoir faire des budgets. Et donc il a augmenté les impôts. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Il a augmenté la taxe foncière sur la propriété bâtie. Et moi aujourd'hui, comme j'ai quelques marges de manœuvre, eh bien, je rends un peu d'argent au mandois. L'année dernière, j'ai rendu 3%. Cette année, je rends sur la taxe foncière sur la propriété bâtie 2,15%. Et je rends aussi, puisque ça a été délibéré à l'unanimité, un peu de taxe foncière pour les commerces de moins de 400 mètres carrés de surface. Donc tout le centre-ville est concerné. Et comme il faut accompagner les politiques sur le centre-ville, ça participe à accompagner les politiques sur le centre-ville. Quel sera le taux voté là? On est 31,72. Voilà, 31,72, donc c'est une baisse de par rapport à l'année d'avant. On était à 32,42. D'accord. Alors, M. Pouget, vos réactions sur cette Oui, situation? mes réactions, et je terminerai quand même tout à l'heure mon développement sur la situation financière. Je n'ai pas parlé de la Comcom, la communauté de communes, excusez-moi. Là, pour le coup, la situation, monsieur le maire ne me démentira pas, elle est encore plus dramatique que celle de la... Donc vous dites qu'à la commune, c'est dramatique. Oui, Je vous dites qu'à la communauté aux communes, c'est encore plus dramatique. Oui, je pense qu'effectivement, l'absence de vous avez capacité, je pense que l'absence de capacité d'investissement d'une commune est grave. Oui, Mais non, on a montré les dernières années qu'on pouvait continuer à investir. Vous bénéficiez effectivement de cette embellie un peu, j'allais dire, miraculeuse, mais ce n'est qu'une embellie. Sur la question particulièrement de l'imposition, monsieur le maire de Mende indique qu'il avait promis l'année dernière 3% de baisse, effectivement, lors du débat d'orientation budgétaire de février, sauf pour ma part, le taux, ça a été 1% la baisse. Non, c'est un point. Et un point, ça fait 3% de fiscalité. Oui, mais vous parlez de la fiscalité globale, moi je parlais du taux. Non. Non, le taux, il a baissé d'un point. D'un point, il a baissé. Et donc, ça fait 3%. Alors, faites le calcul, ça fait 3%. Deuxième élément, certains mandois ne l'ont pas vu sur leur feuille, mais peu importe. La question financière est quand même effectivement cruciale. Non, là, parce que vous même ne pouvez si pas vous dire baissez... ça, que certains mandois ne l'ont pas vu. Ah oui, moi je ne l'ai pas vu. Ah ben parce que vous avez changé de périmètre. Si vous avez changé de... Regardez vous votre... bases. Ou alors vous ne regardez pas votre taxe foncière annuelle. Et si vous regardez votre taxe foncière annuelle sur Mende, et à périmètre constant, c'est sûr que si vous avez acheté un appartement dans l'année, ça change la donne. Et si vous avez regardé, les bases ont augmenté. Elles ont augmenté de 1,8. Oui, et la baisse de 3% que vous annoncez, c'est-à-dire c'est même Ah, différentiel. mais moi je baisse le taux. Je Oui, ne mens pas au mandois, je dis que je baisse le taux. J'ai baissé le taux de 3%. Ça c'est la réalité. 1%. Non, un point. Non. Un point, ça fait 3%. C'est difficile. Non, mais il faut apprendre à compter. Ah oui, non, mais ça, effectivement, le taux était de 33,42, il est de 32,42. Vous voulez dire un dernier point, mot rapidement, 3%. M. Pouget, puis après on passe à notre Oui, dossier, on passe sur le j'indiquerai musée. Il qu'effectivement, faut qu'on aille beaucoup. Oui, on va parler du musée tout à l'heure, mais effectivement, sur la question de l'imposition, nous arrivons à un seuil pour les mandois d'intolérance. Mais simplement, je m'interroge sur la concordance et la circonstance qui veut que l'élection arrive dans quelques semaines, et comme par hasard, on annonce une baisse d'impôts. Pour moi, c'est purement électoraliste. Avant de baisser les impôts, on doit s'assurer clairement que la situation de la commune de Mende est saine, et ensuite baisser les impôts. Et je terminerai en disant, si c'était aussi sain que ça, monsieur Suot, vous avez sur votre bureau, depuis le début du mois de décembre, le 7 je crois me semble-t-il, vous avez un rapport de la Chambre régionale des comptes, sur les comptes et la gestion de la commune de Mende. Vous auriez pu, avant le délai de 3 mois de suspension devant les élections, vous auriez pu effectivement le présenter au conseil municipal, puisque au conseil municipal, il y a eu une réunion, je crois, le 12 ou le 13. Où vous auriez pu... Oui, mais c'était dans le délai de 3 mois. Et donc, nous verrons bien, et on verra de qui... Et si vous voulez, je vous en dirai un mot. Ah ben, oui, vous pourriez, mais c'est au mandois qu'il faut le lire, et je m'adresse aux auditeurs. Donc, il aurait été intéressant, pour en débattre pleinement, sereinement, de manière claire, que les mandois aient connaissance, en effet, et les élus aient connaissance du rapport Chambre régionale des comptes. Donc, on est sur un taux d'imposition qui est quand même très élevé. La moyenne de la strate est de 22%. En taux, nous sommes effectivement à 32,42, on est encore bien au-delà. Mais comparer des choses comparables, M. Pouget. Est-ce que je peux répondre? Parce que là, c'est des éléments importants. Non, mais ça va être très bref. Si vous êtes élu maire, est-ce que vous continuerez à baisser ces impôts et jusqu'à quel niveau, ou est-ce que vous allez les maintenir? Nous serons pragmatiques.
nous arrivons aux affaires municipales, la première des décisions, une des premières décisions que nous prendrons, ça sera de mettre en place un audit financier de gestion de la commune et nous inviterons la communauté de communes à faire de même. Sur la base effectivement de cet audit complet, et qui sera complet, nous prendrons les décisions. Ce qui est certain, nous prenons l'engagement de ne pas augmenter les impôts, c'est clair. Je ne vais prendre un engagement de baisse des impôts qu'à plus ou moins long terme, en fonction des éléments que nous aurons, et une fois que nous aurons pu, nonobstant ce qu'en dit M. Laurencio, maire de Mende, une fois que nous aurons tous les éléments et que la situation, clairement, se sera assainie. Parce qu'entre 2017 et 2018, vous avez 1,2 million d'augmentation des frais de la section fonctionnement. Si vous voulez, quand on est confronté à une baisse des dotations, on prend les mesures pour trouver des marges de manœuvre, ça n'a pas été fait. Donc, je ne m'engage pas aujourd'hui, mais... Rapidement, monsieur Il faut que je Suot, réponde sur 2 ou 3 points. vraiment rapidement. C'est-à-dire qu'on nous reproche toujours le taux de la taxe foncière. Mais il faut le comparer avec des bases. Les bases, elles sont fixées par l'État. Oui. Les bases sur Mende, elles sont, comme sur l'ensemble de la Lozère, elles sont, par rapport aux mêmes strates, elles sont historiquement basses. Donc l'impôt, c'est un calcul de la base par le taux. Et donc, vous avez d'ailleurs justement publié dans votre programme un graphique qui me va très bien, parce qu'il prend les taux de toutes les communes et il va dans le sens de ce que j'indiquais tout à l'heure. Toutes les communes qui sont préfectures, elles ont des taux qui sont élevés. Toutes les communes qui sont préfectures, dans votre graphe... Plus élevé que la moyenne de la base. Ah oui, mais c'est normal. Mais parce qu'on compare des villes de 10 à 20 000 habitants qui n'ont pas de charge de centralité à des villes qui sont comme la nôtre préfecture, qui ont des villes qui ont des charges de centralité. Sur la CRC, C'est quoi la CRC? c'est la Chambre régionale des comptes. Il y a 6 recommandations. Il n'y en a pas une sur les finances. Vous pouvez me faire confiance Ah, mais je vous écoute sur ce que je vous dis. On ne l'a pas présenté. Pourquoi on ne l'a pas présenté? Parce qu'on respecte la loi, nous. Vous êtes un homme de droit, et nous aussi, on respecte la loi. Puisqu'il y a, dans les 3 mois qui un sursis de 3 mois précédant le premier tour de l'élection. Exactement. Donc, on a 3 mois au premier jour du mois. Donc, c'était au 1er décembre. Comme on a reçu le rapport le 25 ou le 26 novembre, donc on n'avait pas à le présenter. Et comme je ne voulais pas, alors, on aurait pu le présenter. Je pense que personne ne nous aurait empêché. Mais comme je ne voulais pas que des petits malins reprennent des petites phrases, puisque c'est un rapport qui fait 90 ou 95 pages, et les mettre en pâture de tout le monde, j'ai préféré attendre que ça se passe et qu'on passe les élections tranquillement. Ce que je peux affirmer, c'est que les 6 recommandations, il n'y en a eu aucune qui concerne les finances. Donc c'est que la situation ne va pas très mal. Deuxièmement, vous prenez un engagement risqué quand même dans votre programme, parce que vous indiquez que pendant les 6 ans, vous n'augmenterez pas les impôts. Moi, je prends un engagement parce que Macron m'a dit quelque chose. Macron, il m'a dit que jusqu'en 2022, il ne toucherait pas les dotations. Et donc, je sais, avec la dynamique, avec la construction qu'il y a sur Mende, avec l'évolution de la population, je sais que je peux rendre un peu d'argent au Mandois. Et je vais le faire pour passer le taux sous les 30% jusqu'en 2022. Par contre, vous, en 2023, 2024, 2025, 2026, vous n'êtes pas certain du gouvernement qui arrivera et de comment il vous maltraitera. Et vous aurez pris votre engagement. Nous adapterons la voilure. On clôt le dossier, on passe c'est votre engagement. La voilure en termes de dépenses. Non, votre engagement en gras. Portez la dernière page. Il y est. Mais Portez si un nous gras. avons moins de dotations, je vous dis, nous adapterons la voilure, nous pratiquerons une politique municipale. Donc en vous fonction de augmenterez nos besoins. peut-être les impôts. Michel, on passe au dossier concret, le musée. Avant d'aborder le musée, j'aurais voulu parler avec Laurent Suot du centre-ville. On sait que Mende fait partie des 222 villes, je crois, qui ont été retenues pour un dispositif qui s'appelle Action Cœur de Ville. Un très bon dispositif d'ailleurs. Voilà, Ça fait partie des bonnes mesures prises par le que gouvernement. vous allez peut-être nous développer un tout petit peu. Ma question sera celle-ci. Est-ce que le commerce en centre-ville à Mende a-t-il encore un avenir ? Oui. Et est-il envisageable qu'une nouvelle zone commerciale s'installe un jour sur le Cos d'Auge, par exemple? Oui. Aux 2 questions, c'est assez clair. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer une deuxième zone commerciale au centre-ville. Je pense que la deuxième zone commerciale, il faut surtout l'opposer à la première zone commerciale. On est dans un département qui est particulier, dans le sens où on a une zone commerciale, Ramire, sur l'ensemble du département. Et moi, qui vais au contact des Mandois et des Mandoises tous les jours,
Il y a un certain nombre qui me disent qu'ils aimeraient bien avoir de la concurrence un peu pour avoir peut-être des meilleurs prix, des meilleures offres. Et le commerce, s'il n'y a pas de concurrence dans le commerce ne peut pas s'exercer dans de bonnes conditions. M. Brun, M. Bréger à Hyper-U, ce sont d'excellents commerçants. Les associations le disent. Ils sont partenaires de beaucoup de choses. Les producteurs le disent. Il n'empêche que sur le territoire de la Lozère, il n'y a pas de concurrence. Moi, j'aime bien aller à Intermarché. Je vais souvent à ma petite épicerie d'Elmas, là-haut, à la rue Bellevue. Mais ils n'ont pas l'assiette, la surface, où ils ne commandent pas de manière massive, comme peut le faire Hyper-U. Et donc, ils ne peuvent pas concurrencer, malheureusement, Hyper-U et cette grande zone. Donc, je pense que, et je crois qu'il y a beaucoup de mandois qui partagent cet avis-là aussi, que la concurrence, ça a du bon. Et l'élément qui est aussi important, c'est que on a des trous dans notre raquette. Alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre de commerce. Donc, on ne peut pas me taxer d'être partisan de ce point de vue-là. On a des trous dans notre raquette en matière commerciale, donc il nous manque de l'offre. Et donc, ça serait bien de pouvoir compléter cette offre, donc au travers de cette deuxième zone commerciale. Par ailleurs, on a l'intention d'y faire de l'activité de loisirs aussi sur cette zone commerciale. Moi, je verrais bien un bowling, par exemple. C'est demandé par beaucoup de monde. Et donc, il faut trouver l'infrastructure qui puisse porter. Et je veux revenir juste une seconde sur le cœur de ville aussi. On a deux visions qui s'opposent. Moi, quand je parle du centre-ville, je le positive. Souvent, quand j'ai mon opposition en face de moi au conseil municipal, ou quand j'écoute ce que peut dire l'équipe à M. Pouget, on martyrise le centre-ville. Comment vous voulez? Les politiques, on est des gens qui sont écoutés. Pas toujours entendus, mais écoutés. Et donc, on doit porter des messages. Moi, le message que je porte pour le centre-ville, c'est un message qui doit être positif. Il faut être lucide sur la situation du centre-ville. Oui, il y a des commerces qui sont souvent des petites surfaces qui sont fermées. Donc il faut remembrer, il faut remettre la main sur des îlots pour pouvoir les reconstruire ou les reconfigurer. Mais il faut porter des messages positifs. Il y a des choses qui vont très bien dans le centre-ville. Il y a des commerçants qui sont très bons dans le centre-ville. Ils gagnent très bien leur vie. Il y a des commerçants qui gagnent très bien leur vie. Et c'est tant mieux. Et heureusement. Mais il ne faut pas oublier les autres. Heureusement. Mais j'oublie pas les autres. J'essaie d'accompagner tout le monde. Quand on fait des opérations Ma Boutique à l'essai ou avec la CCI, mon centre-ville a un incroyable commerce, on a la volonté d'investir pour le centre-ville et de le dynamiser. Donc moi je n'oppose pas la deuxième zone commerciale au centre-ville et je veux me battre pour le centre-ville. Centre-ville, il y a un rapport d'un sénateur en 2016 qui note qu'il y a 600 centres-villes en France, de villes moyennes, qui sont sinistrées. Donc c'est pas commande, ça n'exonère en rien, ça nous oblige au contraire à avoir des politiques fortes. Alors, M. Pouget, sur le Pouget, centre-ville. d'ailleurs, si on peut faire un point au niveau du temps, qui est maintenant 5 ou 6 minutes de retard par rapport à l'Horatio. Parce que M. Sioux mène les débats depuis quelques minutes et effectivement j'ai l'impression d'être un spectateur. Vous, Philippe Pouget, un non total à la deuxième zone commerciale du Côte-de-Gorge. Ne prenons pas les choses comme ça. Réfléchissons avant de donner une réponse. Deux constats. Un constat, et ce sont les chiffres une fois de plus qui parlent. Un constat, c'est que le centre-ville va mal. Et il faut être aveugle pour ne pas s'apercevoir que les Mandois et les Mandoises ne trouvent plus en centre-ville les commerces qu'ils pouvaient trouver il y a 20 ou 25 ans. Deuxième constat également, et c'est un choix politique, le développement, la revitalisation du centre-ville doit faire partie des priorités. On ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Peut-on simultanément créer une zone d'activité commerciale et développer le centre-ville? Il faut là aussi être un peu aveugle pour ne pas s'apercevoir que créer une zone d'activité commerciale, qu'il s'agisse dans le secteur alimentaire, dans le secteur de l'habillement, qu'il s'agisse dans le secteur de loisirs ou autre, ne viendra pas concurrencer le centre-ville. C'est une hérésie et c'est un mensonge de le dire. On ne vient pas me dire qu'effectivement les Mandois préféreront aussi bien venir en centre-ville qu'aller sur la zone d'activité commerciale si elle est créée, ou que ce doge. Ça va au contraire rendre les Mandois encore plus sédentaires, ils n'auront encore moins l'occasion de venir en centre-ville. Mais c'est pas tous les Mandois, c'est pas vrai. Pas les Mandois, quand je dis les Mandois, moi je fais mes courses au centre-ville, je vais très rarement à Hyper-U, donc je fais partie de ceux qui défendent le centre-ville. Oui, mais vous auriez pu le faire depuis, vous et votre prédécesseur, depuis 12 ans. Rien n'a été fait concrètement, sérieusement. Là-dessus, j'en dirai quelques mots. Sur la zone
d'activité commerciale du Coste d'Auge. Je dois rappeler un peu la genèse de ce projet-là. Et on est en train de le porter pour des raisons qui ne sont pas forcément avouées, alors que les chiffres et les bases et le projet sur lequel celui-ci était construit sont quelque peu désuètes, dépassés. Vous aviez à l'époque de l'étude qui a été menée par le cabinet Sinae, vous aviez effectivement une prospective, une projection qui est totalement illusoire. Ce calcul, et je dirais quelques mots en termes de viabilité des commerces qui s'y installeraient, était basé sur une population demande de 20 000 habitants. Les calculs étaient basés sur une population de la zone chalandaise de 35 000 habitants avec une prévision pour 2020 de 45 000 habitants. Nous n'avons pas gagné 15 000 habitants à Mende et les environs. Bien au contraire. Nous avons gagné quelques centaines d'habitants les 2 dernières années et nous revenons au niveau qui était le nôtre en termes de population il y a à peu près 10 ans. Donc c'est illusoire de vouloir bâtir un projet alors que tout est dépassé. Et maintenant sur le fond, c'est aussi illusoire de vouloir plaider et de soutenir que c'est forcément bon pour la concurrence de créer une deuxième zone commerciale. Vous me permettrez d'avoir quelques connaissances en matière de droit à la distribution. Il y a une règle qui est simple. Quand vous avez 2 hypermarchés qui s'installent et qui se concurrencent, première hypothèse, il y en a un qui mange l'autre de suite. Ça pourrait être une hypothèse. Deuxième hypothèse, ils se disent, bon, on va y laisser tous les plumes, toutes les deux, on va essayer de restaurer, de maintenir nos marges, et ça a eu un effet inverse, ça augmente les prix. Deuxième hypothèse. Et troisième hypothèse, troisième cas de figure, la concurrence, elle ne se développe pas uniquement en créant un hypermarché. La concurrence, c'est développer le centre-ville. Développer des commerçants qui pourront offrir autre chose qu'un hypermarché, offrir autre chose, c'est-à-dire du conseil, de l'accueil, etc. Et la concurrence, enfin, les Mandois, ils l'ont. Si ils s'en donnent la peine, ils ont la possibilité de faire jouer la concurrence. Vous avez un supermarché, Monsieur Suot, il va faire ses courses, je ne vais pas citer son nom. Vous avez 2 petites structures de discount. Les prix sont là, me semble-t-il, largement concurrentiels à ceux, effectivement, pratiqués par l'hypermarché. Et puis je dirais, il ne faut pas là non plus se moquer du monde. Il ne faut pas prendre non plus les citoyens pour des imbéciles. L'hypermarché de M. Bringer, il a été agrandi de mémoire de 2600 mètres carrés. Vous n'avez rien dit. Non, mais... Vous n'avez rien dit. Quand j'ai rien dit. Eh ben, à ce moment-là, vous n'avez pas défendu le centre-ville. Ah non, mais à l'époque, effectivement, j'étais même pas encore dans ce projet-là. Non, mais vous étiez citoyen mandois. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à cette époque, et vous me reprendrez si je me trompe, monsieur Suot, mais il me semble que la commune a émis un avis favorable à cette extension. Oui, c'est nous qu'on a donné le permis. Oui, alors je ne parle pas du permis, je parle de l'avis qui a effectivement été au moment où la commission d'urbanisme commercial a statué, que vous avez émis. Donc effectivement, je ne vois pas comment aujourd'hui vous pouvez dire je veux à tout prix amener de la concurrence parce qu'Hyper-U est en situation quasi monopolistique. Il était déjà. Oui, mais alors pourquoi vous avez accordé ces 2600 mètres carrés de surface? C'est un peu incohérent. Je dis, nous, notre politique et notre projet, il est d'être cohérent. Notre priorité, ça en est une, il y en a d'autres, celle-ci, elle fait partie effectivement d'une revitalisation du centre-ville, on va y mettre tous les moyens, qui d'ailleurs, et j'étais ravi de voir dans votre programme ceux que nous avions déjà diffusés quelque temps avant, mais je vous fais grâce d'avoir aussi cette imagination, je ne vais pas effectivement vous accuser de plagiat, mais à certains égards, on a les mêmes idées, mais je dis, on veut être cohérent. J'ai connu les ateliers du territoire, moi je vous rappelle depuis 2 ans, oui, je parle du centre-ville. Je sais bien, avant vous. Le dispositif ORT est très bien, la difficulté c'est que depuis 12 ans et vous depuis 4 ans, concrètement, à part effectivement créer meilleurs commerçants, quelques animations, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait sur le plan du logement? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le plan de l'amélioration du centre-ville, sur l'attractivité du centre-ville, sur la rénovation des façades, sur recréer du lien social, de la vie, de l'animation du centre-ville? Rien. Alors j'ai vu votre programme, il est très bien à ce niveau-là, puisqu'effectivement on a en gros à peu près les mêmes idées, même si on en a quelques-unes de plus. C'est bien, mais je veux dire, il a fallu le faire effectivement les 2 mandats précédents, ce qui n'a pas été fait. Donc entre ceux qui font des promesses qu'ils ne tiennent pas, et ceux qui sont, comme nous, pour la première fois en candidature et qui font des promesses, et bien effectivement, je pense que les mandats sont fait le choix. Donc pour la ZAC, et répondre à M. Biancone, au regard de ce que vous indiquez, il est fort probable que nous ne le ferons pas, même si nous savons qu'il y a un aspect financier qui n'est pas négligeable. La communauté des communes a perçu effectivement une aide, une subvention de l'État, lors de l'achat et éventuellement des peut-être aménagements qui ont pu être faits. C'est vrai que se posera une question financière. Qu'est-ce qu'il va advenir de l'aide que l'État a pu apporter? Je ne connais pas le montant exact.
On m'a parlé de 600, 700, 750 000 euros, peu importe. Mais effectivement, ça peut être une raison pour laquelle la majorité actuelle veut, quoi qu'il arrive, poursuivre cet engagement, je répète, qui est de toute façon désormais totalement obsolète. Mais il y a d'autres enjeux, il y a d'autres intérêts. Il y a effectivement l'intérêt de la concurrence, c'est de ne pas avoir un monopole sur le département de la Lozère. Alors moi je comprends qu'à l'échelle nationale, dans les villes, on dise ah oui, il faut arrêter, il faut faire des moratoires sur ces zones commerciales, quand il y en a 2, 3, 4, 5, 6 et qu'encore on veut en construire. Ça je comprends parfaitement. Mais ici, à Lozère, j'ai du mal à ce qu'on ne défende pas l'idée de concurrence au cœur de la Lozère en plus. Alors les chiffres que vous donnez, ils sont en partie faux, parce que les zones de chalandise, elles sont déterminées aussi par les commerçants eux-mêmes. Les zones de chalandise... Ce sont les chiffres dans le projet que vous aviez construit à l'époque. Quand vous avez des commerçants qui arrivent de l'extérieur, de Rodez ou de Perpignan, et qui vous disent, qui connaissent l'emplacement, qui savent où c'est qu'on va la faire, qui savent qui c'est qu'ils ont en face, donc le HyperU, dans la configuration toute la configuration de la ville, qui savent que le marché, effectivement, c'est 50 000 autour de Mende, en allant chercher sur Saint-Chély, Langogne, Florac et Marvejols. Donc eux, il n'y a pas besoin d'études. C'est des professionnels, ils savent de quoi ils parlent. C'est vous qui l'avez fait à l'époque. Non, mais c'est pas des philanthropes. Oui, mais parce qu'elle était nécessaire à la construction du dossier, l'étude. Elle était nécessaire. La CCI, ils en ont fait une en 2017. C'est pour ça que mais moi, les entrepreneurs que j'ai reçus, les commerçants que j'ai reçus, dans le type de M. Bréger, de la même configuration familiale, avec de la surface financière, qui disent mais moi je viens, j'investis demain à Mende, c'est pas des philanthropes. Ils viennent pas pour ne pas gagner de l'argent, c'est des entrepreneurs. Donc ils veulent aussi, ils viennent pas pour l'intérêt concurrentiel de la ville de Mende, donc ils viennent pour aussi gagner leur vie. Il y a le développement de l'emploi. On nous dit il faut faire de l'économie, il faut faire du développement de l'emploi. Un hypermarché de 3000 m², c'est 100 emplois. Moi, je reste modeste parce que je sais, et j'en ai bien conscience, que ça va détruire quelques emplois, peut-être à HyperU, peut-être à centre-ville. En centre-ville. Mais pourquoi en centre-ville? Sur les métiers de bouche. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas concurrencer un hypermarché sur les prix. Non, le commerce là est complètement différent. Là, que les deux zones commerciales se tirent la bourre et effectivement arrivent entre guillemets, à se faire une vraie concurrence. Par contre, Nicolas Robert, là, au centre-ville, Monsieur Padissier, le boucher, pour moi, il ne risque pas grand-chose. Je vais vous prendre un exemple. On n'a pas le temps. On conclut sur ce dossier. L'arrivée de Marie Blachère, qui fait beaucoup parler, qui suscite la discussion. 15 emplois, soit dit au passage. Et 2 magasins fermés parallèlement. Parce que là, le magasin de vêtements, peut-être, n'a pas réussi à... Et de possibles boulangeries-pâtisseries qui ne tiendront pas face à Marie Blachère. Alors, moi, j'en ai discuté avec les boulangers du centre-ville, parce que quand j'ai su ça, effectivement, je vais voir les boulangers du centre-ville, et je leur dis, ça vous fait pas peur? Eh bien, j'en ai un certain nombre qui m'a répondu, non, pas du tout, parce qu'on n'est pas sur le même segment. Et effectivement, quand on analyse la situation, peut-être que le Marie Blachère, il sera plus en concurrence avec l'Hyper, qu'avec les boulangers du centre-ville. J'ai été surpris par la réponse des boulangers du centre-ville. Mais il faut aller les voir. Et on passe au dossier suivant rapidement. Le musée, rapidement malheureusement, le musée, on parlera également de l'espace événement. Vous êtes contre le musée, Monsieur Pouget? Là aussi, c'est pas ces termes c'est en train de se tempérer. Vous n'allez pas pouvoir revenir dessus. Non, c'est pas ces termes que la question se pose. pose. Avant de savoir si pour ou contre, j'ai une question, parce que là aussi, on me pose souvent cette question. Si vous êtes élu maire, Philippe Pouget, est-ce que vous aurez les moyens légaux de mettre un terme à ce projet, étant donné qu'il est quand même avancé, que des subventions de l'Europe, de l'État, du département, de la région sont engagées? Est-ce que vous serez en mesure légalement de pouvoir dire on arrête du jour au lendemain ce chantier? Ça fait partie d'une des questions, celle que vous posez. Mais ce n'est pas la seule. Pour répondre à votre question, c'est pas la question de savoir si on est pour ou on est contre. Amener la culture à chacun, ça doit faire partie des priorités de tout le monde. Me concernant, comme effectivement M. Laurent Suot et comme d'autres, nous allons nous promener dans des villes, nous allons par réflexe, en général, nous jeter sur les dépliants pour aller visiter le musée. La question, donc, elle n'est pas aussi simple que ça. Le musée, c'est un choix
qui aurait dû, me semble-t-il, je l'ai dit d'ailleurs à M. Laurent Suau par médias interposés, qui aurait dû faire l'objet d'un débat clair, transparent et entier lors des élections municipales. Il aurait été, j'utilise le terme et je le redis, M. Laurent Suau, Il a eu lieu. démocratique et responsable de dire non, il n'a pas eu lieu. Bah, si. Vous l'avez promis en 2014, mais on ne connaissait pas En les détails. 2008 Oui, déjà, mais- il est dans tous mais les en il est dans tous les 2014, projets. le programme il y est. Non, mais Oui, ça c'est oui. un projet. C'est pas, on n'a pas les détails, on Mais n'avait si, pas le si, coup. si, Donc si, si vous voulez, ce musée... la droite, la gauche, tout le monde le proposait. Oui, non, pas au même endroit, mais vous Ouais, tout me le monde permettrez d'avoir un proposait avis, le vous me musée. permettrez d'avoir un avis différent aussi de l'opposition à votre municipalité actuelle. Donc la question, effectivement, c'est de savoir, ce musée en l'état, d'une part, et nous rechercherons les solutions et nous examinerons toutes les données de ce problème-là. Est-ce que ce musée, d'une part, il répond à un besoin? Est-ce que ce musée, il va apporter quelque chose? Est-ce que ce musée, sur un plan financier, l'investissement, il est financé? Et surtout, sur le plan de fonctionnement, est-ce qu'il est effectivement finançable? Et une fois que nous aurons effectivement réponse à toutes ces questions, là, nous aurons des choix à opérer. Le premier choix, c'est ce que vous dites. Juridiquement, certes, nous pourrons toujours imaginer faire jouer les clauses de résiliation avec les pénalités, en général 2, 3, 4, 5, 6%. C'est une question de coût. Mais ce n'est pas effectivement à ce stade de la tranchée. Est-ce qu'ensuite, deuxième hypothèse, on s'aperçoit que juridiquement, techniquement, il n'est pas possible de remettre en tant que tel le projet lui-même? On regardera par rapport aux capacités financières de la commune, et je vais dire 2 mots sur le fonctionnement, s'il est possible de le maintenir en l'état, et s'il n'est pas possible de le maintenir en l'état, nous verrons s'il est possible de reconfigurer ce musée, reconfigurer ce projet pour qu'il devienne acceptable pour les finances de l'État, les finances de la commune. Et je terminerai effectivement ce point-là parce qu'il est essentiel. Nous avons en effet un projet, monsieur Laurent Suau me dira si je me trompe ou pas, mais évalué à 8 millions d'euros hors taxe. Ce qui peut-être sera, comme souvent en la matière, dépassé, nous dépasserons sûrement de peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros. La question, elle n'est pas le financement de l'investissement. Là, Ah ben si. non, parce que là, vous l'aurez avec les fonds européens, les fonds de la région que vous avez déjà, les fonds européens que vous aurez, l'État reste à charge à la commune. Vous aurez 2-3 millions, et en plus vous avez actuellement... Donc si vous êtes réélu, ce n'est pas la difficulté pour moi, l'investissement. C'est un choix. Est-ce qu'on met 3 millions ou 2 millions là? Est-ce qu'on ne les met pas ailleurs? Ça, c'est un choix politique. Donc, mais on pourra trouver, effectivement. La question, pour moi, elle n'est pas là. La question, c'est le fonctionnement. Ce musée, il occupe déjà 3 personnes, sauf un de ma part, dont, bien entendu, la conservatrice. Ce musée, depuis les nombreuses années qu'il est lancé, il a déjà coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, je dirais peut-être plusieurs millions d'euros, puisqu'effectivement encore, le conseil municipal avait voté pour la maîtrise d'œuvre, je crois, l'année dernière, à 650 et quelques millions d'euros. Donc c'est déjà un projet qui a coûté, monsieur Laurent Suau nous le dira, peut-être 1,5, 2 millions d'euros. La question, effectivement, c'est de savoir si... La question est de savoir si ce budget de fonctionnement qui est annoncé entre 550, 600, 650, 700, 800, mais nous le saurons en fait quand le projet sera manifestement abouti, si un jour il est abouti. La question c'est de savoir est-ce que la commune pourra le financer. Et moi, j'ai lu avec attention, monsieur Suau, ce que vous avez pu déclarer, notamment auprès de la Lozère Nouvelle. Et vous en avez conclu qu'il restera à charge à la commune 100 000 euros. C'est le chiffre que vous avez déclaré devant la Lozère Nouvelle. La question, c'est que vous partez sur des postulats, mais qui ne sont que des postulats. Vous dites, on aura tant de la région. La région sera de quelle couleur lors des prochaines élections? Quand le musée en 2022, c'est le délai qui est prévu, sera achevé, qui c'est qui pourra dire que la région sera encore... Arrêtez de faire peur au mandat. Mais je fais... Non, mais attendez, c'est pas une histoire de faire peur. C'est une histoire d'être prévoyant, ce que vous n'avez pas été lors de la réalisation de l'espace Georges Frêche, ce qui va... Eh bien, on va parler, j'espère, de l'espace Georges Frêche. C'est pas une histoire de faire peur. Laissez-moi terminer, j'ai encore un peu de retard. Ce qui est effectivement important, c'est pas ça, c'est d'être prévoyant. C'est pas beau de dire, et c'est facile de dire je fais des projets, puis quand on s'aperçoit qu'en effet on est mal, ben ensuite on dit peut-être j'aurais pas dû les faire. Donc la question, il faut être prévoyant. Moi je suis pas à ce jour-là certain que vous aurez les aides pour le fonctionnement. L'État n'en attribue plus beaucoup pour les musées nationaux, ok, en termes de fonctionnement. Le musée Soulage en a eu un peu parce qu'il a dégagé 1 million de pertes quand même, le musée Soulage dernièrement, il a été recapitalisé. Donc vous aurez des fonds du département, j'en sais rien. Je ne sais même pas quelle couleur du département celui-ci aura. Vous aurez les fonds de l'État, j'y crois pas, et la région. Donc je dis que comment vous allez, avec un excellent fonctionnement, j'ai dit qu'à 2018, 282 000, 2019, vous me le direz, comment vous allez pouvoir sortir
sortir 600 ou 700 000 euros ou 800 000 euros de frais de fonctionnement. Eh bien, Ça m'inquiète. Et ça m'inquiète. Le temps est compté, monsieur Sioux, il faudra aller très très rapidement. Non, mais c'est vrai que Philippe Pouget fait référence à un article que je connais bien, puisque c'est moi qui l'ai rédigé, où c'est vrai, Laurent Sioux, C'était bien 100 000. vous avez donné le détail complet, aussi bien de ce que va coûter le musée en investissement, c'est-à-dire la construction du bâtiment lui-même, et puis le fonctionnement, c'est-à-dire les salariés, le chauffage, l'électricité, etc., etc. Chaque année, avec chaque fois des chiffres très précis. Bon, Philippe Pouget remet en cause et se pose des questions. Qu'est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas sur ce dossier qui c'est vrai, évolue quand même régulièrement? Ce que je trouve, c'est que la position est beaucoup moins tranchée qu'il y a quelques jours ou quelques semaines. Bon, c'était dans le musée, on va faire des logements. Maintenant, je m'aperçois que... Ça pourrait être une hypothèse. Non, ça pourrait être une hypothèse. Ça pourrait être une hypothèse. L'équipe de M. Pouget est en train d'évoluer, ce qui est très bien. Ça m'a fait plaisir. Ce qui est très bien parce que le musée, c'est quand même un outil au service du territoire. Le musée, c'est un musée du territoire, c'est le musée du Gévaudan. Et donc, on a deux enjeux majeurs. On va parler de nous, on va parler de notre histoire. Il y a 18 000 pièces, 17 000. Donc, on va présenter ces pièces-là, ces collections-là. Donc, on va parler de notre histoire. Donc, c'est important. Je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il fallait monter sur les épaules de son père pour pouvoir mieux aborder l'avenir. Donc, je crois que c'est un élément quand même qui est essentiel. On a un devoir de ce point de vue-là. Moi, je regrette profondément que le département, en 1994, ait décidé de le fermer et qu'il a fallu la rencontre de Jean-Jacques Delmas, de Georges Frêche et d'Alain Bertrand pour repartir il y a 15 ans sur une thématique. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Vous me dites qu'il aurait fallu le mettre à la consultation déjà maintenant, mais il est dans tous les programmes de 2008. Donc les gens, ils savent. L'idée, pas dans le détail. Si, le projet, on a construit le projet. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour construire le projet. Après, je pense qu'il ne faut pas faire peur aux gens. On va, sur l'investissement, tout le monde est d'accord, il est bien financé, 77%, pas de souci. Sur le fonctionnement, effectivement, depuis une dizaine d'années, on en supporte, dans les comptes de la commune, chaque année, environ 150 000 euros, 130 à 150 000 euros du personnel, l'entretien des réserves du musée. Demain, on va verser tout ça au fonctionnement du musée. Budget estimé, 580 600 000. Vous pouvez parler de 800, 1 million. Moi, c'est mon appréciation. Je le travaille depuis longtemps. L'État nous a demandé de faire une étude. On est en train de la faire et on sortira à 580, 600 000 euros de budget parce que ça fait longtemps qu'on y planche dessus. Là-dessus, j'ai l'engagement du département et de la région de venir au financement. J'espère emporter peu ou prou 50% de ce fonctionnement. On aura bien quelques recettes. On aura bien 50 ou 60 000 euros de recettes. C'est pas le nombre d'entrées que vous ambitionnez. Autour de 18 000. Payante. C'est ce qui est estimé. Oui, le musée de l'ODEV, qui est d'un autre niveau, c'est 12 000 entrées totales. Voilà pour le musée, l'espace événement. Non, laissez-moi finir avec le musée quand même. Rapidement, monsieur Non, Sion. laissez-moi finir, parce que du coup, on a 300 000 régions, départements, 50 000 de recettes, 150 000 ou 130 000, si vous voulez, qu'on a déjà dans les comptes. On en revient au chiffre qui a été donné dans nos aires nouvelles de dépenses supplémentaires. C'est beaucoup d'argent. Mais je pense qu'à l'aune d'un budget de 12,5 millions d'euros, c'est supportable par les mandats. Oui, l'espace événement, justement, Philippe Pouget, vous souhaitiez, lorsque vous avez donc présenté votre liste, le réaffecter à d'autres activités. Est-ce que vous persistez dans cette démarche et est-ce que vous pourriez la détailler? Un supermarché, vous vouliez le... Non, pas nécessairement. Nous sommes partis là aussi du même constat. Il est fini le temps où les politiques pensent être jugés sur ce qu'ils dépensent. Les citoyens veulent effectivement des projets concrets, ils veulent que les politiques dépensent de l'argent à des fins précises et utiles. Si cette question de la réalisation de l'espace événement avait été posée, et si on s'était posé les vraies questions, puisque l'objectif initial était de créer un centre de congrès, faire de Mende une ville de congrès, ville moyenne. Si on s'était posé la question, est-ce que Mende est desservi sur le plan aérien? Est-ce que Mende est desservi sur le plan ferroviaire? Est-ce que Mende est suffisamment desservi sur le plan routier? Est-ce que Mende a suffisamment de capacité hôtelière pour accueillir les congressistes? N'importe qui
Et c'est pour ça que la politique doit être ramenée aux citoyens, pour éviter qu'on ait effectivement des personnes déconnectées de la réalité. N'importe qui vous aurait dit, mais vous ne pouvez pas faire de demande du congrès. Donc nous voulons éviter avec le musée ce genre d'erreur. Maintenant, nous avons un constat. Nous avons un bâtiment qui dégage peu ou prou 30-35 000 euros de recettes. Et nous avons un bâtiment qui dégage peu ou prou en termes de fonctionnement 150 000 euros. Et je ne parle pas des annuités de remboursement d'emprunt. La question, c'est de savoir, est-ce que ce bâtiment sert réellement à ce pourquoi il a été construit. Si nous pouvons, et nous écartons pas du tout cette hypothèse-là, si nous pouvons réaffecter partiellement, et je pense au premier niveau, je ne parle pas le niveau effectivement du dessus, qui doit être conservé à des fins d'activité, d'animation ou autre. Mais si nous pouvons trouver une solution pour réaffecter partiellement le premier niveau, le rez-de-chaussée, là où il y a le marché, le rez-de-chaussée effectivement du musée, oui, nous le ferons. Est-ce que ça sera une activité commerciale ? Si une surface moyenne commerciale veut se réinstaller en centre-ville, bien sûr que nous pourrons examiner cette solution avec attention. Si ça peut être une activité commerciale autre, une activité de service, bien sûr que nous le ferons. Si ça peut être un moulin, pourquoi pas, bien sûr nous le ferons. Parce que nous avons toujours cette idée de ramener de l'activité et du monde en centre-ville. Donc nous n'écartons pas du tout effectivement cette possibilité. Bon. Sur l'espace événement, je peux répondre. Allez, rapidement, et après on aborde le dernier point. Bien sûr que c'est un projet important pour le territoire qui a été fait, réalisé dans d'excellentes conditions financières. Alors vous nous reprochez qu'effectivement, il ruine la ville. Je crois que vous l'avez dit vous aussi. Vous n'êtes pas le seul. Non, mais j'ai pas utilisé ce terme. Non, vous le chercherez, j'ai pas utilisé. J'ai dit qu'il coûtait cher. Peut-être pas ruiné, mais non, il coûte cher, c'est un fait. Vous n'avez pas contesté qu'il coûte cher. Non, il coûte pas cher. Ça dépend le niveau de fortune de chacun. Non, mais regardez l'évolution de la masse salariale depuis 2015, depuis son ouverture jusqu'à aujourd'hui. Avec toutes les politiques publiques qu'on a conduites, l'espace événement, il y est dedans, le fonctionnement de l'espace événement en termes de masse salariale. Regardez l'évolution des charges générales, le 0,11 qu'on appelle dans les budgets des communes, là, toutes les charges d'électricité, de chauffage, elles ont augmenté de 1% par an depuis 2015. La masse salariale a augmenté de 0,65%. On n'est même pas à l'inflation. C'est l'augmentation des charges. La question, c'est est-ce que c'est non, mais l'espace événement, il est bien dans toutes ses dépenses. On est d'accord. Bien sûr, il fait bien partie. Il est bien dans le budget général de la ville de Mende, dans le budget principal. Et donc, moi, je montre par mes chiffres là que finalement, c'est pas l'explosion, la dérive, les coûts exorbitants. Je ne parle pas d'augmentation, je parle de frais de fonctionnement. Mais les frais de fonctionnement, ils y sont là dans les chiffres que je vous annonce. On est en dessous de l'inflation. Et on est à 0,65% avec un GVT dans les collectivités, glissement vieillesse technicité, qui est autour de 2,5%. Donc on a plutôt été raisonnable. Non, mais il y a du personnel, il y a l'entretien, il y a de l'assurance, et l'espace, mais oui, mais c'est dans 1%, 0,99%. 1%, donc on est tout à fait dans le raisonnable. Et juste, parce que l'espace événement, oui, c'est un outil difficile à construire. Et je salue Alain Bertrand, sa volonté, sa pugnacité d'avoir été au bout de le faire. Parce que on est un des rares territoires ruraux à faire ce genre d'équipement et à le faire au centre-ville. Et vous nous reprochez de l'avoir fait. On l'aurait fait à l'extérieur, sur une zone, vous nous le reprocheriez, je comprendrais. En fait, c'est l'adaptation de l'offre et de la demande. Et donc, si on n'a pas d'outils, on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir d'hébergement, on ne peut pas avoir d'hôtellerie. Mais ce qui sert toutes à les manifestations, la question est là, oui, 63 manifestations. Vous incluez les mariages dedans ? Bien sûr, 63 manifestations. Mais des salles pour les mariages, vous en aviez d'autres. Non, mais il y a alors, à Mende, il y a le Saint-Jean. 63 manifestations. C'est une très belle. 63 manifestations en 2019. C'est soit un peu plus d'une par semaine. Donc c'est pas mal, avec des grandes manifestations. Et vous irez voir les hôteliers autour, parce que vous regardez les Mandois, mais allez voir les hôteliers autour, qui disent heureusement qu'il se passe des choses sur Mende, parce que ça nous fait rayonner, et ça nous fait avoir, et donc louer des chambres d'hôtel jusqu'à Châteauneuf, jusqu'à Marvejols, sur tout le territoire. Il sert
il sert le département. J'ai C'est pas- pour ça que le département avait financé, c'est pour ça que la région avait financé, et c'est pour ça que l'État avait financé. Merci messieurs, on passe au dernier sujet, c'est promis. Alors, il n'était pas tout à fait prévu, mais je résiste pas parce que là c'est plus le supporter qui va parler et je me tourne vers mon ami Bernard Vanel qui est en train de nous filmer, qui lui aussi est très intéressé par la question. Donc question très simple à Philippe Pouget. Nous sommes de grands amateurs de sport avec Bernard Vanel. Vous aussi, on vous croise sur les... Et j'ai pratiqué le foot. Voilà, très vous avez longtemps pratiqué aussi. le foot. Donc, question très simple. La ville de Mende a mis en place des contrats D'image. depuis plusieurs saisons avec les principaux sports collectifs de la ville. Donc, le volleyball, le handball, le rugby, le foot et le motoclub. Avec des sommes conséquentes, Laurent Suot nous livrera les chiffres précis pour cette saison. Est-ce que vous allez perpétuer ces contrats ou est-ce que vous allez couper le robinet? Question qu'on me pose aussi souvent quand je suis dans les gymnases ou sur les terrains en plein air. Question toute simple. Et ce sont des questions qui sont malignement entretenues et qui sont récurremment soulevées, alimentées, pour essayer de discréditer notre programme. Et je me Vous tourne- dites, Pas vous particulièrement. Je sais qu'effectivement, c'est un procès que l'on veut nous faire. Que les choses soient claires. Nous avons reçu la semaine dernière, à notre local de campagne, les présidents des associations sportives. 12 avaient répondu. Nous allons maintenant recevoir les autres associations. Et le discours que nous leur avons tenu, il est clair. La première... 12 sportives sur la centaine d'acres. Non, mais oui, non, il y avait plus, il y avait 12 présidents, mais il y avait d'autres personnes. Mais effectivement, et puis nous les rencontrons. Le discours que j'ai tenu, il a été clair. Il n'est absolument pas question, de notre part, de réaliser des économies de fonctionnement, des économies de cette nature-là, sur le dos des associations. Que les choses soient claires. Je leur ai même dit, à ces présidents qui étaient présents, il y avait notamment les clubs que vous citez, avec l'AFL, avec le volley, avec le rugby, etc. Je leur ai dit, nous allons même travailler différemment et nous allons même, pourquoi pas, vous aider encore différemment et nous apporter des moyens. Notamment grâce à du personnel qui peut être mis à disposition pour Marge Monde, etc., etc. Donc, notre engagement, il est clair. Simplement, je leur ai indiqué que ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, c'est que les associations travaillent ensemble, dans une bonne ambiance, que toutes ces aides se réalisent de manière transparente, que les aides diverses, subventions, contrats d'image ou subventions de la communauté commune s'effectuent sur la base de critères clairs, objectifs. Tous en ont convenu. Et je leur ai dit, nous allons travailler ensemble. Nous allons chercher d'autres sources de financement. Je leur ai dit, essayez de réfléchir à une mise en commun de moyens. Et je ne vous cache pas qu'effectivement, c'est une proposition qui a été accueillie favorablement. Je leur ai dit, essayez, pourquoi pas, des associations de même nature, de vous réunir. Essayez de mettre des moyens communs. Et effectivement, cette proposition, et notamment la création d'une ville de sport, une fête des sports, était intéressante. Donc, de notre part, les choses sont claires. Les associations, qu'elles soient sportives ou autres, les associations culturelles, les associations qui portent des projets d'animation, c'est essentiel. Parce qu'elles ne sont pas délocalisables, elles travaillent pour Mende, elles créent du lien social, elles créent de l'économie, de l'animation. Donc je tiens une nouvelle fois à mettre fin à cette rumeur qui court. Nous ne sacrifierons jamais les associations sportives ou non Vous sportives. ne baisserez pas les subventions accordées au sport collectif mandois. Voilà, vous répondrez. D'accord. Et donc, Laurent Suot, c'est vrai qu'on a, Et puis on a ce fleuron, hein, cette équipe de volleyball professionnelle. Donc, vous êtes le premier maire à avoir une équipe professionnelle dans cette ville de Mende de 12 000 habitants en Ligue B. Le volley, rappelons-le. Vous allez poursuivre vous aussi ce développement du sport, à la fois du sport d'élite, mais aussi le sport de masse, parce qu'un club, c'est une équipe senior, mais c'est aussi des gamins qui, toute la semaine, le mercredi, le samedi, le dimanche, sont en train de pratiquer leur activité favorite. Une minute, Laurent Suot, et après on procède à la minute de conclusion chacun. Alors on y va, Laurent Suot. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le milieu associatif depuis des années. Jean-Jacques Delmas l'avait bien montré, Alain Bertrand a poursuivi. C'est Alain Bertrand qui a créé le dispositif d'image. Et quand vous dites que vous voulez rassembler et mettre des moyens en commun, ça existe déjà, et depuis longtemps. Et donc, il y a peut-être d'autres choses à faire, à travailler. Et donc, ça va se faire. Moi, bien sûr, je ne veux pas enlever des moyens. Si je peux, j'en donnerai quelques-uns de plus. Mais ce que je souhaite surtout, c'est accompagner le milieu associatif, tous les milieux associatifs. Et dans ce cadre-là, je propose la création d'un office de la vie associative,
basé un peu sur le principe de ce qu'on a à l'Office du commerce au centre-ville, donc qui accompagne les démarches des commerçants. Moi, je veux avoir des personnels de la collectivité qui accompagnent les associations dans leur quotidien pour la gestion financière, pour des dossiers techniques, pour monter des événements sur la ville de Mende. Messieurs, merci. On termine rapidement avec la minute de conclusion. Monsieur Suot, on commence avec vous puisque vous avez été tiré au sort. Le premier, pourquoi voter pour vous très rapidement, en une minute? Parce que je connais bien Mende, parce que je connais bien les Mandoises, parce que je connais bien les Mandois, que je les aime et je crois qu'ils m'aiment bien. Donc j'ai montré ma capacité d'écoute, ma capacité de proximité, ma volonté à dépasser tous les clans, ne pas être partisan, essayer de travailler dans l'intérêt de Mende, des Mandoises et des Mandois, pour l'intérêt de tout le monde. Et donc je crois qu'aujourd'hui on a deux projets qui s'opposent, un projet d'avenir que je propose donc avec des constructions de logements, des constructions de zones artisanales, du développement de la ville, sans oublier le centre-ville, puisque j'ai un vrai projet sur le centre-ville, et une liste en face qui, elle, propose du repli. On va tout faire au centre-ville, on va travailler que sur le centre-ville. C'est important, certes, mais je pense que ça ne suffit pas. La population augmente sur Mende, les impôts baissent, et donc il faut continuer dans ce travail-là, il faut continuer les prochaines années. Merci Monsieur Suot. On termine avec la minute en ce qui concerne également Monsieur Pouget, si j'arrive à mettre le chronomètre. Oui, la liste Mende Avenir 2020 que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire, elle porte le changement nécessaire à cette ville. Elle porte la rupture, le changement dans les méthodes et dans les zones. Elle ambitionne prioritairement de rapprocher les citoyens de leurs élus en œuvrant dans la proximité, l'éthique et la transparence. Elle promet de réaliser au quotidien ce qui viendra améliorer le confort, le bien-être des Mandois. Elle veut travailler dans cette collaboration avec les Mandois, elle veut rapprocher les Mandois de leur vie. C'est pour ça que nous allons instaurer un référendum sur tous les projets qui seront importants, plus de 3 millions d'euros, et qui viendront bouleverser, ou qui viendraient bouleverser l'économie des Mandois. Enfin, elle garantit, parce que c'est essentiel, on ne peut pas faire cette économie, elle garantit une gestion sérieuse et transparente de l'argent public pour assurer essentiellement l'avenir de nos enfants. Et le 15 mars, j'appelle tous les Mandoises et les Mandois à se réunir et voter. Parce qu'il est fort possible, comme le disait M. Biancone, qu'il n'y aura que 2 listes, et c'est le 15 mars que les choses se décideront. Merci Monsieur Pouget, merci Philippe Pouget, merci Laurent Suot. Merci. Merci pour la bonne tenue de ce débat, et puis on se retrouve pour d'autres débats, en espérant qu'ils soient beaucoup moins longs que celui-ci. Merci à tous.